Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, la France court-elle à sa faillite? Et en seconde partie, allons-nous vers la fin de l'hégémonie américaine? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un essayiste, un économiste et un spécialiste de la finance. Mais la pratique, il sait aussi ce que c'est, car c'est aussi un brillant dirigeant d'entreprise. On dit de lui qu'il est libéral-conservateur, eurosceptique, voire proche de l'extrême droite identitaire, selon Wikipédia, l'encyclopédie gratuite mais honnête pour autant. Il nous dira d'ailleurs s'il est d'accord avec ces étiquettes dont on l'affule. Il a quitté la France pour Londres lors de l'élection de Mitterrand. Il a écrit 6 ouvrages, dont Des lions menés par des ânes, préfacés par le prix Nobel Milton Friedman, et Sire, surtout ne faites rien, son dernier ouvrage. Il est le président de l'Institut des Libertés, qui est un laboratoire d'idées et dont la chaîne YouTube connaît un grand succès. C'est un partisan de l'union des droites, conseiller de Nicolas Dupont-Aignan. Il a soutenu un temps Éric Zemmour. Ses venues à TVL font exploser les compteurs de YouTube. Je vous demande d'accueillir Charles Gave. Merci d'être là, je vous en prie. Ça, c'est de l'accueil, hein? Ah oui, c'est bien ça. Bonsoir à tous, je suis ravi, comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté, nouvelle formule, le 4e déjà. Alors André Berkoff et Idrissa Berkane, lors des derniers numéros, ont pulvérisé les records, pulvérisé la bien-pensance, mais pas seulement, ils ont aussi pulvérisé l'audience, puisqu'ils comptent tous les deux, pour chacune de leurs émissions, à 7 heures, plus de 600 000 vues. C'est absolument incroyable. Même si mon petit doigt me dit qu'avec notre nouvelle invité, le record a de bonnes chances d'être encore battu, tant chacune de ces prises de parole font un carton sur la toile à chaque fois. Mais étonnamment, on ne le voit pas ou très peu à la télévision. Cherchez l'erreur. En tout cas, avant de commencer, je tenais, comme à chaque numéro, à remercier nos meilleurs attachés de presse. On est un peu déçus. On a perdu Tristan Mendes-France, mon cher Greg. Mais on est content. On a récupéré un petit nouveau, Conspiracy Watch. Le nom claque bien quand même pour un site humoristique. Alors, ne vous moquez pas. C'est sûrement grâce à lui qu'on a eu, quelques jours seulement après avoir parlé de nous, la médaille suprême. Un bel article signé L'Express. C'est vous dire qu'on n'est pas peu fiers. Apparemment, il semblerait qu'on commence vraiment à déranger. Alors non, plus sérieusement, c'est surtout à vous, notre public, également ici en plateau bien entendu, qu'avec toute l'équipe de TVL, on vous souhaite, on souhaite vous dire un immense merci. Ce succès vraiment nous oblige. En tout cas, continuez à liker nos émissions, c'est très important pour le référencement et bien entendu à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Alors Charles Gave, bonsoir. On est donc particulièrement ravis de vous recevoir dans cette émission qui promet comme à chaque fois d'être particulièrement riche. Vous le savez, vous ne serez pas seul pour vous accompagner. Je vous présente nos sociétaires d'un jour tout au long de cette émission. Alors c'est désormais un habitué, journaliste avant tout et ancien président emblématique de Sud Radio, à laquelle justement Charles Gave a apporté quelques-unes de ses meilleures audiences à chacune de ses interventions. On est très heureux de l'accueillir à nouveau, on peut l'applaudir. Didier Maistre, bonsoir. Bonsoir. À tes côtés, mon cher Didier, un petit nouveau parmi nous. Il est essayiste, président du collectif Peuple Libre. Il vient de signer un livre intitulé « La chute de Prométhée », dont le sous-titre est « Lettre à un démocrate américain » aux éditions Perspective Libre. Vous l'avez compris, on va beaucoup parler avec Charles Gave des USA. Il l'avait plus que personne, donc sa place dans cette émission. Salut, Rémi Tell. Bonsoir, Eric. On peut l'applaudir aussi. Avec nous également, compte tenu des thèmes de l'émission, il nous fallait un youtubeur qui a un nom de chaîne bien franchouillard, Gérard Info, mais un prénom bien américain, c'était facile. Il n'y en avait qu'un, c'est le Lucky Luke de YouTube, celui qui sort une interview plus vite que son ombre, Mike Borowski, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère aujourd'hui qu'on aura le million. On veut le million de vues. Le million, ouais, on va essayer d'y arriver. Enfin, l'influenceur qu'on ne présente plus, que tout le monde veut désormais nous piquer, j'ai appris ça. Mais il reste parmi nous mon acolyte préféré de la chaîne YouTube Je suis pas content TV, celui grâce auquel, je rassure, notre public
pas de gâchis, toutes les bouteilles ouvertes sont finies en fin d'émission. Alors je suis certain que c'est grâce à lui et ses punchlines qu'on a toujours plus d'ennemis dans la bien-pensance, et rien que pour ça, franchement, je le kiffe, notre précieux Greg Tabibian. Et enfin, les présentations ne seraient pas complètes sans notre pépite du dessin en live. Il s'appelle Ignace, on peut l'applaudir très fort également. Voilà, alors première partie de cette émission, en guise d'introduction, cher Charles Gage, je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, par quelques questions. Tout d'abord, sur des thèmes que nous n'aborderons donc pas au cours des 2 débats qui vont jalonner cette émission. Et évidemment, le premier sujet que je dois aborder, malheureusement, concerne ce meurtre atroce de la petite Lola, dont les obsèques ont eu lieu lundi. Victime, je le disais, d'un meurtre par une immigrée clandestine algérienne dans la journée du 19 octobre dernier. Un meurtre qui a ému la France, notamment en raison des souffrances indicibles qui a subi cette jeune fille, violence physique, violence sexuelle. Alors d'abord, nous adressons en premier lieu toutes nos condoléances à la famille de cette petite Lola et à ceux qui la connaissaient. Nos pensées les accompagnent dans cette lourde et effroyable épreuve, je tenais d'abord à le dire. Charles Gave, avant d'aborder les implications politiques de cette affaire, est-ce que peut-être vous pouvez nous raconter la réaction qui a été la vôtre en tant que citoyen, en tant que père et peut-être grand-père, même en tant qu'homme tout simplement, lorsque vous avez appris cette nouvelle, cette terrible nouvelle? C'est une nouvelle assez curieuse parce que elle est particulièrement horrible, mais elle s'inscrit dans une série de nouvelles qui étaient tout à fait similaires. Donc le vrai problème, c'est pas que cette pauvre enfant ait été massacrée ou qu'elle ait été... Le vrai problème, c'est que nous avons un État qui n'a pas exercé ses responsabilités pour virer la personne qui l'a tuée, puisqu'elle devait être exclue du territoire français d'après une décision de justice. Donc le vrai problème que je trouve, c'est qu'une fois de plus, on trouve la réalité, c'est que cette personne qui l'a tuée aurait dû être soit dans un asile, soit en dehors de France, si l'État avait fait son boulot. Donc chaque fois qu'on s'intéresse à la France, on ne peut pas s'empêcher de penser que la France est un pays qui a été créé par un État, il y a bien longtemps, et qu'on se retrouve dans un monde où il n'y a plus d'État. L'État n'existe plus, l'État est partout là où il ne devrait pas être, et nulle part là où il devrait être. Et bien, si vous voulez, c'est quand même gênant, parce que vous pouvez pas opérer une démocratie ou une économie s'il n'y a pas un État fort et impitoyable, mais restreint. Alors, en parlant d'État, justement, qu'est-ce que vous avez pensé, Charles Gave, des réactions politiques de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui ont mis beaucoup de temps pour certains, trop de temps à réagir, et puis surtout de cette accusation? Alors, c'est vraiment le sujet qui a presque évincer presque cette nouvelle épouvantable. On a parlé toute la semaine de récupération politique qui aurait touché notamment le Rassemblement national ou Reconquête. Est-ce que vous avez été choqué par ça? C'est un écran de fumée. Si vous voulez, si vous êtes nul dans ce que vous faites, vous trouvez toujours quelqu'un ou quelque chose, surtout quelqu'un, à accuser pour essayer de vous dédouaner. Donc c'est un peu comme... vous recherchez le bouc émissaire, comme aurait dit ce bon René Girard, et le bouc émissaire, c'est nous. Parce qu'on dit, écoutez, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où on ne peut pas laisser sortir dans la rue une petite fille de 12 ans, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et à la place de dire, on va peut-être enfin prendre les décisions nécessaires, ils font rien. Ils nous accusent de je ne sais quelle récupération politique. Mais c'est très au-delà du politique. Si vous voulez, moi, honnêtement, cette petite, je ne pense pas qu'elle ait eu des idées très nettes sur la situation politique ou sociétale ou de la police en France, mais elle en a été la victime. Et justement, comment est-ce que vous expliquez, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur cette accusation de récupération politique, que ce fameux contre-feu dont Gilles William Goldnadel, l'avocat, et d'autres commentateurs ont fait remarquer qu'il ne valait pas quand les faits allaient dans le sens de l'idéologie de gauche, qu'il s'agisse des Traoré, de l'affaire Théo, de George Floyd. Comment expliquez-vous que cette manipulation, elle continue d'être utilisée et surtout, chose inquiétante, qu'elle continue d'être malgré tout efficace? Efficace, j'en sais rien. Vous avez qu'à regarder le nombre de vues que font les télévisions de ces gens-là. Personne ne les écoute. Ils parlent dans un immense silence. Personne n'écoute, à part quelques personnes entre midi et 1h dans la campagne profonde, mais ces gens-là sont devenus inaudibles. Les Français ne les écoutent plus. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même eu cette réaction à l'Assemblée d'Éric Dupond-Moretti, qui, parlant du cercueil de la petite Lola, comme je cite, excusez-moi, avait parlé, je cite entre guillemets, de marchepied politique pour la droite, quand même. C'est quand même inouï. Cet homme Dupond-Moretti devrait être mis en prison.
Pour deux raisons. D'abord, il est ministre de la Justice, il n'a pas fait son travail. Et deuxièmement, on n'a pas le droit de dire des saloperies comme ça. Plus largement, donc voilà, vous avez été choqué par le traitement médiatique de cette affaire? Mais oui et non, parce qu'il n'y a rien de neuf. Rien ne change. Rien ne change. L'affaire elle-même a été abominable, mais on ne compte plus le nombre de gens, les deux petites jeunes filles qui ont été tuées près de la gare à Marseille, ou je ne sais pas quoi. Donc, si vous voulez, il y en a tellement que ça devient lassant, quoi. Alors justement, il y a un jeu de rôle qui se passe à ce moment-là. Il y en a nous, on dit des choses, et les autres disent d'autres choses. Et puis, on sait très bien que le discours va avoir lieu. Mais il n'a aucun intérêt, ce discours. Il nous amène nulle part. Moi, je trouve que la droite aurait dû se taire. Elle aurait dû se taire, elle aurait dû rien dire, elle aurait dit « on vous l'avait bien dit », et puis c'est tout ce qu'on aurait dû dire. Et justement, venons-en maintenant au fond de l'affaire. Il y a un grand mérite dans le silence, vous savez. Oui, pensez que le silence est parfois plus fort. Le silence est parfois beaucoup plus bruyant que des paroles à l'Assemblée. Et sur le fond de l'affaire, est-ce que vous pensez, Charles Gave, que c'est un simple fait divers, ou est-ce qu'à vos yeux, c'est l'illustration d'un fait de société, une illustration du fameux choc de civilisation tant annoncé? Vous avez toujours eu une liberté de parole sur ces bien sujets-là, sûr, il y a un choc de civilisation, etc. Mais il ne faut pas... Encore une fois, le pire qui pourrait nous arriver, ce serait de chercher des boucs émissaires. Si vous voulez, quand ils ont cherché des boucs émissaires en Allemagne pour avoir perdu la Première Guerre mondiale, les résultats n'ont pas été beaux. Donc je ne suis pas partisan du tout du bouc émissaire. Je trouve que c'est une erreur. Mais par contre, il est tout à fait évident que quelle que soit la population qui commet un crime, ce crime doit être, si possible, empêché, et surtout ceux qui l'ont commis doivent être jugés avec une sévérité totale. Et il faut que la loi soit d'une dureté totale envers eux. Et il n'y a pas d'excuse à trouver, c'est inexcusable. Donc ces gars-là, normalement, ils devraient terminer leur vie en tôle, quoi. Iriez-vous jusqu'à dire, comme l'a fait Éric Zemmour, qu'on peut parler de francocide ici? Non, j'aime pas du tout ce mot, parce que je sais pas ce que... un Français, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. On a une civilisation très ouverte en France, et français, celui qui veut être français. Vous savez, c'est la définition de Renan, qui disait une nation, c'est une volonté de vivre ensemble avec un imaginaire commun. Donc, il est possible, j'ai pas de preuves, mais il est possible qu'une partie importante des populations auxquelles vous faites allusion veuille être français. Et je ne vais pas accuser toute la population à cause d'une saloperie qu'a fait une minorité extrême de la population. Je suis absolument pas d'accord avec cette idée. Il est possible. Je peux vous raconter une anecdote qui est personnelle, c'est que mon père était officier, nous étions en Algérie de 58 à 61, donc les 4 dernières années là. Chaque année, il y avait le 11 novembre une remise des drapeaux. Enfin, chaque année, on demandait à un musulman qui avait été qui s'était battu en Italie, puis ensuite de venir porter un drapeau. Chaque année, il y avait 5 ou 6 volontaires qui se présentaient, et chaque année, celui qui portait le drapeau était exécuté par le FLN dans le main. Donc vous aviez en Algérie des Algériens qui voulaient être français, que d'ailleurs nous avons abandonnés et qu'on a trahi, mais je ne vois pas au nom de quoi. Je vais vous donner un autre truc. Je suis arrêté dans la rue maintenant toutes les 5 minutes par des gens qui viennent me dire « Bravo, ce que vous faites, enfin je comprends, vous m'expliquez ce qui se passe ». Je leur dis « Merci beaucoup ». Une fois sur deux, c'est quelqu'un de l'immigration. Il est ou noir ou arabe. Donc ça veut dire que notre système éducatif a complètement trahi ces gens-là, qu'on ne leur a pas donné les clés de notre société, qu'ils ne comprennent rien, et qu'il faut donc bien faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Il y a probablement 80% de ces gens qui sont des braves gens, et 20% qu'il faut envoyer à Cayenne. Il faut ouvrir Cayenne et les y mettre. C'est ça la politique que vous préconiseriez? Parce que comment finalement on fait pour rendre cette politique efficace et exécuter ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français? Je ne sais pas, Cayenne c'était bien, parce que si vous cherchiez à vous évader, vous passiez dans la jungle, et en général les animaux s'occupaient de vous, donc c'était pas la peine de mort, mais c'était pareil, quoi. Donc, je ne sais pas, moi je serais assez partisan de réouvrir Cayenne, ça m'aurait l'air une bonne idée. Et vous pensez qu'il faut également stopper l'immigration, en arriver au fameux immigration zéro? L'immigration zéro, c'est extrêmement difficile. Je n'ai rien contre arrêter l'immigration. De toute façon, encore une fois, on a un vrai problème, c'est que nos frontières sont des passoires. Et nos frontières sont des passoires parce que nous avons abandonné notre souveraineté territoriale sur les arrivants. Et non seulement nous avons abandonné ça, mais nous avons abandonné aussi toute notre souveraineté juridique sur la façon dont on doit les traiter, puisqu'on a abandonné ça aux 2 cours de justice européennes.
Donc pour moi, il est tout à fait évident qu'on ne s'en sortira pas tant que les décisions sur l'immigration ne dépendent pas du gouvernement français, de l'État français. Donc, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on rendrait responsable une partie de la population, alors que le vrai responsable, c'est l'État. Chacun fait son boulot. Si l'État faisait son boulot, peut-être ces gens se tiendraient bien. S'ils avaient été éduqués correctement, s'ils avaient eu une école qui fonctionnait. Donc on a un vrai problème. Et puis ensuite, avec le temps, on réussira à séparer le bon grain de l'ivraie, et puis on aura peut-être des citoyens français parfaitement honorables. Donc je refuse cette généralisation de la criminalité sur une partie de la population. Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Parce que je pense qu'il n'y a pas de raison d'être. Et je ne suis pas un grand partisan de l'islam, comme tout le monde le sait, parce que je pense que ce n'est pas une bonne religion, mais ça on peut en discuter si vous voulez. Mais pour moi, la liberté individuelle de se tenir convenablement est la chose du monde la plus importante, et je ne vais pas tomber dans le piège infâme de désigner des tribus qui sont coupables par essence. La responsabilité, la punition, la morale ne peuvent être qu'individuelles. S'il y a des gens qui font des saloperies, qu'ils soient blanc, noir, marron ou bleu clair, il faut qu'ils soient punis. Et qu'ils soient punis de façon extraordinairement sévère. Alors avant d'aborder le premier débat sur la question riche en signification, la France court-elle à sa faillite, je voudrais également vous faire réagir sur un autre sujet d'actualité, la démission de Liz Truss après seulement 44 jours à la tête de la Grande-Bretagne, un pays que vous connaissez bien. Hein, bien sûr, j'ai vécu 25 ans. Voilà. Edith Cresson est battue, non Edith Cresson est battue ou pas? Ah oui, non, elle n'est pas restée aussi longtemps. Elle est restée plus longtemps. 44 jours. Elle est restée assez longtemps, Edith Cresson. Ouais, c'était une éternité. 44 jours, ah ouais. 44 jours, oui. Ça vous inspire quoi? N'est-ce pas quelque part un désaveu politique d'une forme de libéralisme économique que vous pouvez vous aussi défendre, Charles Gave? Alors, je vais essayer de vous dire un petit peu. J'étais à Londres la semaine dernière, où j'ai vu toute une série de vieux amis. Il y avait une conférence qui était organisée où j'étais un speaker, ou un... Comment on dit? Un orateur? Non, je sais pas. Parce que speaker, ça fait un peu franglais. Speaker, je crois que c'est bon. C'est bon? Oui, mais bon, alors speaker. J'étais speaker. Je vais vous dire un petit peu, à mon avis, ce qui s'est passé. Il faut connaître l'Angleterre. C'est que la façon dont Mme Liz Truss a été élue, c'est que il y a une espèce de primaire qui se passe entre tous les candidats qui veulent devenir Premier ministre. Et puis les deux meilleurs sont sélectionnés. Et ensuite par les parlementaires. Et puis ensuite, sur les deux derniers, votent tous ceux qui sont inscrits au Parti conservateur en Grande-Bretagne. C'est une espèce de primaire comme aux États-Unis. Et Liz Truss a été l'élue du Parti conservateur, mais elle n'était pas du tout celle qu'aimaient que voulaient les parlementaires. Et ce qui s'est passé, je le dis tranquillement, parce que je crois que c'est vrai, on a eu un très joli coup d'État. C'est-à-dire que Mme Liz Truss a pris deux mesures qui, pour moi, me semblaient pas bêtes. La première, c'était de faire baisser l'impôt sur les plus riches, ce qui me paraît toujours une bonne idée, parce que ça leur fait monter leur taux d'épargne, et donc ils vont pouvoir investir plus, et investissant plus, ça permet à l'économie de redémarrer. C'est une idée qui n'est pas... En quelque sorte, ce qu'elle disait, c'est qu'il vaut mieux, vous connaissez la parabole des talents des évangiles, il valait mieux donner du pognon à celui qui avait des talents que de continuer à en donner à celui qui en avait zéro et qui allait les enterrer, quoi. Donc, c'était sa politique. Et la deuxième chose qu'elle a faite avec beaucoup d'intelligence, c'est qu'elle voulait mettre un plafond sur les dépenses énergétiques pour que les familles anglaises ne soient pas trop ruinées par la hausse de l'électricité, la hausse du gaz, etc. Et donc, pour les comptables, ce que j'appelle les petits hommes gris, qui nous gouvernent partout, c'était un crime de lèse-majesté, parce que le déficit budgétaire allait exploser, enfin bref. Et donc, ces gens-là, les deux premières choses qu'elle a fait, c'était ça. Et la troisième chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a viré l'équivalent en Grande-Bretagne de toute l'inspection des finances. Elle a viré tous les grands fonctionnaires anglais. Et puis elle a viré surtout le chef des fonctionnaires anglais, qui était le type que tout le monde respecte parce que tout le monde a peur de lui, quoi. Elle a viré aussi. Donc, panique générale à l'inspection des finances locales, si j'ose dire. Et ils sont sans doute débrouillés avec le gouverneur de la Banque centrale, qui était Nadler, pour créer une panique financière.
en mettant en cause les fonds de pension britanniques, dont on a découvert avec stupéfaction qu'ils avaient fait des prises de positions spéculatives qui, si les taux d'intérêt montaient, allaient faire sauter tous les fonds de pension britanniques, vous pensez quand même. Et la Banque centrale qui contrôle les fonds de pension n'était pas au courant de ces opérations. Ce qui me fait quand même doucement rigoler. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas au courant? Et ce qui s'est passé, c'est que donc on a organisé une très belle panique financière. Et en l'espace d'une semaine, Mme Listress était liquidée. Ça a été un coup d'État, mais alors fait à l'anglaise, personne n'a rien vu, ça s'est passé proprement. Ça a été une merveille. Une merveille de coup d'État, puis maintenant on va vous amener le candidat de la technocratie habituelle, qui se trouve être un Indien qui est très malin. Ça, c'est l'ancien ministre de l'économie du Finance. Donc lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas peur à l'inspection des finances. Alors Charles Lagarde, on revient un instant en France avant d'aborder le premier débat. À l'heure où nous enregistrons cette émission, dans les conditions du direct, on ne connaît pas l'issue des 2 motions de censure qui ont été déposées, donc suite au choix du gouvernement de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour permettre l'adoption du budget de l'État et du budget de la Sécurité sociale. On a appris évidemment que le Rassemblement national allait voter la motion de censure déposée par la NUPES, quel qu'ait été le résultat, puisque donc à l'heure où on enregistre, on ne le connaît pas. Ça dit quoi de notre démocratie, ce recours à l'article 49.3 ? La réalité, c'est cette constitution de la 5e, qui a été faite par Michel Debré, est une saloperie invraisemblable. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Il y a une domination de l'exécutif qui est considérable. Le système juridique judiciaire n'est pas indépendant. Quant à l'Assemblée, si ce n'est pas une assemblée de Béni Oui et de Godillot, comme on dit autrefois, je me demande ce que c'est. Donc, il y a une prééminence dans la Constitution de l'exécutif sur les 2 autres ordres. Ils ne sont pas égaux. C'était ce que voulait De Gaulle. Et j'ai toujours pensé que Michel Debré était l'homme qui avait détruit la France, puisque c'est lui qui a créé l'ENA, c'est lui qui a créé l'École nationale de la magistrature, c'est lui qui a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui ont permis aux grandes banques de prendre le contrôle du système financier français avec l'aide de l'inspection des finances, encore une fois. Donc, c'est lui qui nous a ramené De Gaulle, si j'ose dire, puisqu'il était Algérie française et qu'il a ramené De Gaulle à l'époque. Donc, quelque part, je me dis, ce 49.3 n'est qu'un symptôme de la saloperie française constitutionnelle. La seule porte de sortie, c'est que le seul souverain en France, depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, c'est le peuple. Et il faut donner au peuple le référendum d'initiative populaire et qu'il ait l'initiative des programmes politiques. Si vous voulez, tant que les programmes politiques sont faits par des fonctionnaires, ils seront toujours favorables aux fonctionnaires. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est que si vous avez une chambre où vous avez que des fonctionnaires, ils prendront des mesures favorables aux fonctionnaires. Et donc, la deuxième mesure qu'il faut prendre tout à fait cessante, c'est que le fonctionnaire, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, ne devrait pas être éligible. Il peut se présenter, mais il ne peut jamais retourner dans la fonction publique après. Donc, en quelque sorte, on a en France un système qui est assez simple. Vous avez 3 étages dans une nation. Vous avez le peuple, qui essaie de se débrouiller du mieux qu'il peut, pour pas qu'on lui foute la paix. Le deuxième, c'est la machine étatique, qui est quand même un truc très compliqué, l'État aujourd'hui. Donc il faut des gens extrêmement, avec une mémoire de cheval et aucun caractère, vous savez, qui comprennent tout, mais qui sont incapables de prendre une décision. Et puis tout en haut, vous avez la fonction politique, dont le but est d'être foudroyé quand il faut une connerie. C'est Pétain, quoi. Vous êtes foudroyé, c'est très bien, c'est comme ça, c'est votre noblesse. Mais depuis les années Giscard, la fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Nous n'avons plus de politique en France. Il n'y a plus un gars qui accepte de se faire foudroyer s'il se trompait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Alors justement, pour finir ce point sur l'actualité, j'aimerais, si vous le voulez bien, en 3 mots, que vous nous décriviez le début du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je demanderai, avant d'aborder le premier débat, à tous les sociétaires également de nous donner leurs 3 mots, justement, avant de lancer ce premier débat. 3 mots pour décrire le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Charles Lagarde. Le deuxième, si vous voulez, c'est un homme incompétent et qui prouve son incompétence tous les jours, mais vaniteux. Donc Macron, c'est l'incompétence liée à la vanité. Didier Maistre.
Je ne varie pas dans mon analyse. Macron, c'est du soft fascisme, c'est-à-dire c'est l'alliance d'une technostructure et d'un néolibéralisme désinhibé, un capitalisme de connivence qui n'a rien à voir avec le fait d'entreprendre. Donc il est l'archétype finalement de nos sociétés modernes, incompétent, plein de fatuité et sans surmoi, ce qui produit la catastrophe que l'on voit tous. C'est assez simple. Rémi Tel. L'hubris. On voit bien ce qui se passe en Ukraine avec cette démesure, cette folie des grandeurs qui aujourd'hui précipite le monde au bord de l'abîme. Effectivement, le dépeçage aussi des intérêts vitaux de la France. Et puis la collaboration, parce que ce régime de Macron ne pourrait pas tenir sans les quelques collaborateurs qui l'appuient. Et j'ai une pensée particulière pour les Républicains ce soir, puisqu'ils s'apprêtent à décider de leur sort sur le vote de la motion de censure. Oui, puisque nous enregistrons dans les conditions du direct, je le rappelle, ce lundi, c'est-à-dire 2 jours avant la diffusion. Quel suspense insoutenable. Quel suspense. Exactement. Mike Borowski. Il a été nommé par des gens tout en haut pour achever la France. C'est lui qui doit porter l'estocade à ce pays. Après lui, il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être un désert dans ce pays. Enfin, après Mike, Greg. En premier, je dirais guerre, parce qu'on a un président qui est en guerre contre tout. En guerre contre un pangolin, en guerre contre Poutine, en guerre contre les sans-dents, en guerre contre les factieux, les séditieux, les gilets jaunes, les antivax. Je dirais folie, parce que quitte à, encore une fois, avoir des problèmes, je maintiens, n'étant pas tenu, puisque je ne suis pas psychologue ou psychanalyste, à la déontologie dans mon diagnostic que Macron a une pathologie mentale sévère, doublé d'un narcissisme qui va bien au-delà du simple problème d'ego. Je pense que c'est un homme qui se voit comme le successeur des grands hommes de l'histoire, avec une sorte de métaphysique et d'anthropologie délirante sur la bête qui est de retour, je ne sais quoi. Et puis la folie qui est la nôtre aussi, d'avoir remis une pièce dans la machine pour ça. Cette folie qui a un nom. C'est pour ça que le troisième mot, je dirais bouc émissaire. Parce que elle est là, la crise des rapports. Nous sommes en train de vivre une ère du basculement, du tous contre tous, au tous contre un, qui n'est pas, on va pas en parler, mais je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus, parce qu'il y a aussi du bon dans le bouc émissaire. C'est ce qui permet à cette humanité qui ne devrait pas pouvoir faire société de le faire. À condition quand tu pas le jeune Jacob. Hein. Voilà, qu'on ne tue pas, exactement. Il y a la victime innocente et il y a la victime coupable, puisque, oui, le Christ n'est pas coupable, oui, c'est ce que disait René Girard. En opposition à Oedipe. Mais un bouc émissaire, et je crois qu'on a un gouvernement qui est prêt... Qui cherche, qui désigne des boucs émissaires. Tant que c'est pas lui, et qui est prêt à désigner le blanc, l'arabe, le mec de gauche, le mec de droite. Ils s'en foutent, ils ont un narratif prêt pour le bouc émissaire que le peuple aura cru choisir, mais qu'il ne choisira pas. Et je pense qu'Emmanuel Macron est là pour faire ça. Et c'est pour ça que je refuse de tomber dans ce jeu de désigner un bouc émissaire. Je suis totalement d'accord avec vous. Je dis, il n'y a pas de responsabilité collective, il n'y a de responsabilité qu'individuelle. C'est ça la base du libéralisme. Les enfants n'héritent pas des faux de départ. Voilà, et donc je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui veulent être d'excellents Français. Et donc on n'a pas le droit de faire peser sur une tribu les crimes de l'un de ses membres. Parce qu'à ce moment-là, c'est un recul civilisationnel considérable. Voilà pour cette entrée en matière. Place maintenant au premier débat. Donc la France court-elle à sa faillite? C'est tout de suite, maintenant. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. La France court-elle à sa faillite? Inflation, hausse des taux, crise énergétique, contre-coup des sanctions, grève et contestation. Peut-on éviter l'effondrement économique, financier et politique qui vient? Voilà, alors pour lancer ce premier débat de la soirée, je vous propose donc de parler de l'état de la France qui semble aujourd'hui plus proche que jamais du chaos et de l'effondrement comme certains de nos voisins, même si les facteurs de cette chute sans fin semblent plus exacerbés chez nous. Alors, avant de réfléchir ensemble aux solutions, je vous propose d'abord, cher Charles Gave, de confronter nos points de vue avec les différents sociétaires ici présents et de vous entendre donc nous parler de ce diagnostic, d'après vous, sur l'état de la France et de sa faillite dans tous les domaines, ainsi que sur les causes
de ce naufrage qui semble donc s'accentuer. Première question que j'ai envie de vous poser avant d'aborder en détail chacun des aspects de cette faillite générale de la France, comme la politique, c'est d'abord et avant tout la hiérarchisation des priorités. Pour reprendre Carl Schmitt, qu'est-ce qui vous préoccupe, Charles Gave, le plus dans la situation de la France aujourd'hui? La situation financière avec une dette de 3 000 milliards d'euros, la situation économique avec une inflation galopante, une crise énergétique inextricable qui pénalise les ménages, mais aussi le tissu industriel déjà très affaibli, la situation sociale avec des conflits sociaux qui couvent, la situation identitaire et migratoire toujours plus inquiétante, ou encore, 5e point, la situation géopolitique de soumission de la France à l'OTAN et à l'Union européenne. Comme on dirait, en anglais, none of the above. Rien de ce que vous avez dit ne me paraît particulièrement intéressant. Boum. Bonne soirée. Bonne Allez, soirée. au revoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et reboum. Mais c'est pas grave, je dis... simplement, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, la France est un pays malheureux. Moi, je vais boire. Oui, c'est une solution. Mais la France est un pays malheureux. Or, vous regardez dans l'histoire, il y a eu l'histoire, quand vous regardez dans l'histoire, vous avez eu des pays heureux, Venise dans sa splendeur, Amsterdam, Londres au 19e, c'était très dur, mais c'était des pays heureux. Et puis vous avez eu des pays malheureux. Et la France aujourd'hui est un pays malheureux. Et quand vous lisez les livres d'histoire sur la France écrits par les étrangers, c'était le pays où on rigolait le plus. Ils venaient tous ici parce que, dans le fond, les Français étaient gays, les femmes françaises aimaient les hommes français et vice-versa, voire des hommes qui n'étaient pas français, mais ça, c'est pas grave. Et donc, c'était un pays heureux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'une société ne peut être organisée qu'en fonction de 2 principes. Vous pensez qu'on n'est plus un pays heureux? On n'est pas un pays heureux. Je vois les gens dans la rue, ils tirent des tronches. Vous prenez le métro, ils tirent des tronches, pas possible. Enfin, vous sentez que les gens sont pas heureux. Premier consommateur d'antidépressifs en Europe. Hein. Oui. Non, mais je me trompe peut-être, mais mon diagnostic, c'est que la France n'est plus un pays heureux. Voilà. Bah, lui, il n'est jamais content, donc de toute façon... Mais il a peut-être d'excellentes raisons. C'est pour ça qu'il a du monde avec lui, parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. D'ailleurs, c'est le truc de son émission. C'est le nom de sa chaîne YouTube, c'est pour ça. Donc, il est pas se content. réfugie dans l'alcool pour compenser. Voilà, Je suis heureux, il n'aurait que 10 abonnés. Mais on ne lui en donne pas du vin, donnez-lui un peu. Ouais, et à Charles aussi. Alors, non, moi, j'ai pas fini. Donc, je te dis, il n'y a que 2 principes. Ou vous avez une société qui est fondée sur le principe de liberté, c'est-à-dire vous faites ce qui vous semble important et vous gérez votre vie comme vous le voulez, vous êtes seul maître de votre destin, ou vous avez une société qui est fondée sur la contrainte. Et depuis la chute du mur de Berlin, ça s'est accéléré. Notre société, qui était quand même terriblement fondée sur une société de liberté, est devenue une société de contrainte où on n'a plus le droit d'aller pisser sans demander la permission. Ce qui est dans toutes les affaires, etc. Moi, Et en plus, vous ne comprenez pas les relations qui existent entre les efforts que vous faites et le salaire que vous avez. C'est pas difficile. Aujourd'hui, sur un salaire de 100, il me coûte 200 si je suis le type qui paye le gars. Le type, il touche 100, puis ensuite, il va payer des impôts, etc. Enfin, il en restera 40 s'il a du pot. Et 160 iront à l'État. C'est pas normal que dans une société, si vous avez produit pour 200, il n'y en ait que 40 qui arrivent à vous, et 160 qui vont à des gars que vous n'avez jamais vus. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la seule porte de sortie, c'est de rendre leur liberté aux Français. C'est ce qu'avait dit Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Et la taille de l'emmerdement ne cesse de monter. Il n'y a pas un jour où il veut plus... Le Code du travail en Suisse fait 30 pages, je crois. Chez nous, il fait 3600 pages. Et les Suisses ne meurent pas de faim dans la rue. Hein. Mais pourquoi, d'après vous, on emmerde comme ça les Français? Quel a été le basculement entre eux? C'est parce que vous avez cette classe administrative qui ne fonctionne que par la contrainte. Et dans le temps, elle était repoussée avec vigueur par des rois de France, par un De Gaulle qui quand même a fait baisser le poids de l'État dans l'économie, etc. Aujourd'hui, elle est toute puissante. Donc le rêve du fonctionnaire de base, de pouvoir, enfin du haut fonctionnaire, c'est le ticket de rationnement. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui est tout au sommet de la pyramide, puisque c'est lui qui distribue les tickets.
Donc, encore une fois, il faut décoloniser la France. Il faut décoloniser la France de son État. Je pense que parce que la France, aujourd'hui, crève de son État. A même cité une date, en tout cas un événement historique comme basculement, qui était le mur de Berlin. C'est pas un hasard que ce soit à partir de ce moment-là aussi. Oui. C'est que c'est là où on a créé ce narratif débile, auquel on avait tous raison de croire, hein, que c'était la victoire de l'individu sur l'État tout-puissant, alors qu'en fait c'était exactement l'inverse. Non, ce qui s'est passé, c'est que l'individu avait gagné, mais ce qui s'est passé, c'est que les gars qui étaient, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, etc., nous ont expliqué que l'Union soviétique s'était plantée, non pas parce que la technocratie se plante toujours, mais parce que les Russes avaient les mauvais technocrates. Mais nous, on avait les bons technocrates, donc on n'allait pas se planter. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a laissé le pouvoir, et j'ai lu une étude très intéressante il y a une dizaine d'années qui m'avait fasciné, c'était, pour exercer le pouvoir, il faut que les gens aient peur. Donc pendant 40 ans, on leur a servi le truc de les chars russes à Brest, donc ça maintenait les troupes dans un état... Les troupes sont fraîches, il a plu toute la nuit, comme disait Bazin, mais enfin, ils étaient un peu comme ça. Et puis là, on a dû créer une nouvelle peur. Donc la nouvelle peur, ça a été, entre autres, la fin de la planète. Vous savez, il fallait sauver Gaïa. Et donc on se retrouve aujourd'hui, on nous a collé des nouvelles peurs, mais on peut pas. Elle n'est pas si nouvelle que ça, parce qu'elle est toujours russe. Hein. Elle est toujours russe, la peur, aujourd'hui, donc on l'a pas tant changé que ça. Non, parce qu'ils sont venus par le côté, les Russes. Ouais, mais là, en fait, si vous voulez, le coup de nous expliquer qu'on allait tous mourir parce qu'il allait faire trop chaud, c'est un truc qui exige un gouvernement mondial. Oui, mais est-ce que nous, population, on n'a pas laissé ça à l'État? C'est-à-dire, moi, je le vois que, par exemple, un candidat au présidentiel est forcé obligé de parler de social, sinon il n'a pas de voix, il ne peut pas gagner s'il ne parle de ce fameux social. Si on fait une campagne libérale, il fait 4%. Il va nous arriver ce qui est arrivé à la... fait une campagne libérale à la dernière élection? Éric Zemmour. Un peu Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour n'a pas fait. C'est comme les gens qui disent que Macron est un libéral. À l'époque, Alain Madelin, rappelez-moi Alain Madelin à l'époque. Éric Zemmour n'a pas fait une campagne libérale? Il a parlé d'une seule chose, c'est qu'il fallait virer tous les musulmans de notre truc. C'est la seule chose dont il a parlé. Donc, à part ça, il a parlé de rien. Mais prenez à l'époque Alain Madelin, peut-être. Je prends peut-être. Hein. Vous aviez cru qu'il allait parler de libéral? Non, je l'ai soutenu au début, et puis ensuite, je suis sorti d'une campagne dans laquelle je ne suis jamais rentré. On m'a jamais rien demandé. Mais rien. Alors, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Tout ce que j'avais à dire n'intéressait personne. Mais personne. Donc, j'ai dit, Comment ça n'intéressait personne? C'est-à-dire que personne chez eux n'est venu vous voir en disant, voilà, personne ne m'a demandé mon avis sur quoi que ce soit. Moi, si vous voulez, je cherche à rester... C'est une amitié déçue, parce que vous le connaissiez bien? Je le connaissais un petit peu. Mais non, il ne faut pas lui enlever un mérite immense, c'est qu'il a fait quelque chose que j'appelle, il a libéré le logos. C'est-à-dire qu'il a libéré la parole en France. D'un seul coup, on a pu commencer à dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant. Et ça, c'est un avantage gigantesque. Parce que qui contrôle le logos, qui contrôle le pouvoir, comme le disaient les Grecs. Donc d'un seul coup, il a ouvert une brèche dans ce logos qui était complètement fermé. Et ça, il faut lui en être extraordinairement reconnaissant. Et je lui suis extraordinairement reconnaissant, d'ailleurs. Rémi, vous vouliez intervenir? Non, moi je rejoins ce qui a été dit. Ce qui me préoccupe le plus en France aujourd'hui, c'est le désarmement moral de la population française. Comment se fait-il qu'on ait laissé à ce point nos libertés mais sur les causes de l'effondrement, vous partagez le même diagnostic que celui que fait Charles Gave? Bien sûr, mais si ces technocrates ont pris le pouvoir sur la France et sur les Français, c'est parce que les Français ont accepté de se le laisser retirer. Et on parlait tout à l'heure de la chute du mur de Berlin. Le Conseil d'État aurait pu intervenir. Si on est individualiste, ils ont le choix. Et le peuple souverain, c'est bien son devoir que de rester attentif, justement, à ce que l'exercice de sa liberté politique soit garanti. Enfin, le peuple, il a réélu Emmanuel Macron, pardon. Non, il a fait 20% des voix. C'est de la... attendez. Il a fait 20% des voix. Il y a 50% des Français qui ne sont même pas donné la peine d'aller voter. Donc, parce que vous votiez pour Juppé ou que vous votiez pour Fabius, ils ont tous les deux un casier judiciaire. Ils ont tous les deux terminé au Conseil constitutionnel, ce qui semble être une condition pour être constitutionnel d'avoir un casier judiciaire, comme Dumas. Si vous voulez, il y en a d'autres. Donc, ils sont tous les deux chauves, ils ont tous les deux fait l'ENA, et ils sont toujours trompés sur tout ce qu'ils ont fait tous les deux. Donc, il n'y a pas une bonne décision qu'ils ont prise. Par exemple, la nationalisation de la sécurité sociale par Juppé, il y a 25 ans, a été un désastre dont les hôpitaux français sont en train de souffrir aujourd'hui. Donc, je regarde ça, je me dis, les Français se disent,
on me propose Juppé ou Fabius, et maintenant on nous propose un type qui est la combinaison des deux, et pourquoi je vais aller voter ? Mais 20%, donc vous remettez en cause Macron, la légitimité de son élection ? Il est légal, mais il n'est pas légitime. Exactement. Et lorsque les Français, Éric, ont eu véritablement le choix, en 2005, sur le référendum sur l'Union européenne, ils ont voté, ils se sont opposés. Et ensuite, effectivement, ils ont intériorisé l'opposition factice entre la gauche d'un côté et la droite de l'autre. Et ce que je crois, c'est que rien n'est perdu si les Français ont encore foi en leur destin. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont cette espèce de culpabilité traînante. Alors ils se sont laissés un peu bercer par l'État-providence. Et là, la crise vient. Peut-être que ce sera l'occasion aussi d'un sursaut d'honneur. Ils n'ont pas foi. Il se passe des choses contre eux. On leur enlève la liberté et c'est normal. Ils trouvent ça normal qu'on leur enlève la liberté. Attendez une seconde. Ils ont gueulé, par exemple, les gilets jaunes sont arrivés et on leur a crevé les yeux et on leur a cassé les bras, etc. Donc me fait pas rigoler. Ils ont gueulé. Oui, mais c'est une petite caste, les gilets jaunes. Non, C'était le peuple, n'oublie pas les premiers sondages, plus de 80% des Français qui soutiennent les gilets jaunes. C'était le peuple qui se levait. Alors en parlant de gilets jaunes, il y en a un qui les connaît bien, c'est Didier Maistre, qui a aussi appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Alors ça en avait surpris beaucoup d'ailleurs. Hein. Donc Didier, sur ce constat de Charles Gave, je suppose que vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. Quel est votre avis ? Pas très éloigné quand même, hein. Mélenchon, c'est pas tout à fait... Oui, mais il y a le Mélenchon... moi, j'étais jusqu'au premier tour, parce qu'on avait mis au centre... D'abord, l'idée, c'était de faire un Parlement de l'Union populaire avec des gens, comme on dit, issus de la société civile, qui s'étaient singularisés, on va dire, pour leur lutte pour les droits humains, sociaux ou économiques, ou en termes de climat aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des experts, qui avaient écrit le programme, qui l'avaient défendu, et tout le monde, y compris la presse de droite d'ailleurs, avait salué ce programme comme étant bien chiffré, intelligent, intéressant. Voilà, bon. On parlait de 6e République, de RIC, et justement, pour revenir à Michel Levré, sortir de cette 5e qui était taillée par et pour un homme. C'était une erreur. Voilà. L'histoire a changé. Bon, après De Gaulle, il n'y a eu que des nains un peu sautillants. Il faut bien le reconnaître, qu'on soit gaulliste ou pas, c'est pas le débat. Et puis c'est un régime présidentiel qui ne dit pas son nom, qui a été d'autant plus présidentialisé qu'on a inversé le calendrier. Donc ça n'a plus, cette 5e République et cette Constitution n'a plus aucun sens, puisque comme on vote d'abord pour la présidentielle, on va augmenter le phénomène des godillots. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Charles Gave à propos de Renan. Qu'est-ce qu'une nation, en fait ? Une nation, évidemment, c'est la volonté de vivre ensemble avec des mythes fondateurs. Oui. On se projette dans quelque chose dont on sait que ce n'est pas véritablement notre histoire. Hein. Nos ancêtres étaient gaulois, moi ça me fait rire. Et ça me fait plaisir aussi, quand je vois un type tout noir qui dit nos ancêtres les Gaulois, c'est ça la France. Fondamentalement, c'est ça la France. C'est pour ça que le discours d'essentialisation et de racialisation, pour moi, c'est même pas que je le déteste ou que je le hais, je le trouve tellement stupide et inintéressant. Enfin, je veux dire, si ces gens ont cette conception de la je vais dire un gros mot, de la race française, qu'ils aillent dans un pays où il y a le droit du sang et où être d'une certaine nationalité, c'est avoir des critères préétablis comme dans le meilleur des mondes. C'est ça la grandeur de la France. Je suis d'accord. C'est de mourir, d'avoir envie de mourir pour devenir français. Pour devenir français. On ne naît pas français, on le devient. Et donc, on a perdu ça. Pour ça, on est un peuple triste. Mais parce qu'on nous a expliqué dans les écoles qu'on avait fait que des saloperies pendant 20 siècles. Il y a déjà ça. Moi, dans mon enfance, aussi... on m'a expliqué les héros français, et j'ai été tout content. La culpabilisation, la repentance. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas ça, si vous voulez. Si par exemple, quand à partir de le président de la République va en Algérie et dit que l'armée française a fait des crimes contre l'humanité en Algérie, moi je vivais en Algérie à l'époque, je suis sûr que les crimes contre l'humanité, ils étaient faits par le FLN. Hein. L'armée française, elle n'en a pas fait tant que ça. Non, mais donc, encore une fois, c'est qu'on a des élites qui ne respectent pas la France. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent que la France disparaisse dans une Europe. Ça a commencé avec Giscard. Et ils détestent la France et ils idéalisent l'Europe. C'est ce que disait De Gaulle en sautant sur sa chaise, l'Europe comme un cabri. Donc, non, mais je suis d'accord avec ça, cette dilution de la France ou de tout ce qui pourrait apparaître national dans l'Europe. C'est le dernier mensonge des politiques, en fait, l'Europe.
L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité, l'Europe, c'est la stabilité des prix, l'Europe, c'est l'indépendance énergétique. Mensonge, mensonge, mensonge. La seule chose qui est vraie, c'est que c'est le dernier, l'ultime mensonge des politiciens. Quand ils n'ont rien d'autre à dire, ils disent l'Europe. Mais pourquoi on est un peuple triste ? Parce que même si le français maugréé un petit peu à payer trop d'impôts, puisque je rappelle qu'on est le pays du monde où les prélèvements obligatoires sont les plus importants dans le monde entier aujourd'hui, on consentait à l'impôt. Moi, ça me dérange. Moi, je suis aussi chef d'entreprise aujourd'hui, à la tête d'une TPE, c'est-à-dire je m'emploie moi-même. Donc, je paye mes charges patronales, mes charges salariales, mon expert comptable, mes impôts, mon URSSAF, ma mutuelle obligatoire, tout ce que vous voulez. J'ai calculé que quand je me versais 1, il fallait que je paye 4,89 et non pas 2, hein, parce que quand on compte, il faut tout compter dans la vie. 4,89. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que je consens à l'impôt. En contrepartie de quoi ? J'exige une éducation nationale qui fonctionne, une justice qui fonctionne. Il y a 5 fois moins de magistrats qu'il en faudrait. Quand vous faites une procédure, vous en avez pour 10 ans dans le meilleur des cas, et puis ça dysfonctionne complètement. Une police qui fonctionne. Une armée, je ne sais plus trop ce qu'est l'armée française aujourd'hui. Elle ne remplirait pas le Stade de France. À part de voir les rodomontades de M. Macron qui sont ridicules. On a perdu l'Afrique, hein. Passons, mais on a perdu l'Afrique. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pourquoi voulez-vous que l'on continue à consentir à l'impôt sans aller dans un poujadisme exacerbé ou un libéralisme à outrance ? Le problème, c'est que ça... Le libéral est favorable à l'impôt. Hein. Tout le monde mais il est favorable au contrôle de l'impôt par les citoyens. Ça ne marche plus, quoi. C'est tout. Mais il n'y a aucun contrôle de l'impôt. Il n'y a aucun contrôle de l'impôt. Regardez, par exemple... Où va l'argent ? C'est la question. Quand vous dites le contrôle de l'impôt, c'est le référendum, je ne sais pas, par exemple, en Suisse, ils votent l'impôt au niveau local pour, par exemple, payer les professeurs. Donc vous avez différents salaires des professeurs selon les cantons et tout, les bons... Donc vous, libéral, vous seriez pour le RIC, je suppose. Ça fait des années que je dis la seule porte de sortie pour la France, c'est le référendum d'initiative populaire, il n'y en a pas d'autre. Je rappelle quand même que la Suisse, qui est hors Union européenne, est le pays le plus prospère d'Europe, le pays le plus démocrate. Le plus prospère du monde. Le plus prospère du monde. Elle a 3 langues au moins, elle a plusieurs cultures. Et ils se détestent. Ils se détestent. Ils ont trouvé des consensus comment ? Par la démocratie directe. Oui, mais ils se détestent. Et le SMIC est à 4 500 € aujourd'hui. Et il n'y a pas de chômeurs, et c'est un pays magnifique. J'ai vu une annonce pour bosser à McDo à 5 000. Non mais vous voyez, à un moment, il faut sortir pour baisser l'impôt, du dogme. Mais pour baisser l'impôt, c'est pas compliqué. Il faut déjà taper dans l'assistanat. C'est quand même 33% du PIB. Il faut peut-être commencer par la fraude. J'ai reçu à plusieurs reprises Charles Pratt. Charles Pratt, 53 milliards de fraude sociale. On est 65 millions de Français. Il y a 72 millions de cartes vitales. Il y a un loup. Oui, mais sans compter la fraude, c'est quand même 33% du PIB. La fraude sociale n'est pas la plus importante. Mais 53 milliards, c'est déjà le déficit budgétaire. Et la fonction publique inutile. Non, et la fraude fiscale d'abord. Quand même. La fraude, d'après Charles Pratt, c'est pas très gros. Oui, c'est 20 ou 30 milliards. L'évasion. Non, mais c'est pas de la. En vérité, mais le problème est là. C'est que, en réalité, ce qui ne va pas dans cette Europe, c'est que on a organisé au sein de l'Europe des paradis fiscaux. Et donc, il y a une compétition intra-État, intra-communautaire, qui fait que si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une grosse entreprise essentiellement, parce que les TPE, les artisans, les commerçants, ils ne pourront jamais partir. Ce sont les moutons, justement, que l'on tond toute la journée, parce que quand vous êtes plombier, serrurier ou même profession libérale, médecin, vous ne pouvez pas vous exiler. Donc le problème, c'est qu'on a organisé ou laissé faire des paradis fiscaux, entre guillemets, j'aime pas bien le terme, mais j'en connais pas d'autres, au sein même de l'Europe, et qu'on a organisé une compétition, ce qui fait qu'il y a un manque à gagner d'un point de vue fiscal français. C'est pas normal que des grosses sociétés... Mais il y a une certaine contradiction dans ce que vous dites, parce que, oui, il y en a une. Parce que si on est l'État le plus imposé dans le monde entier, le problème, c'est pas les recettes fiscales. Le problème, c'est la redistribution. Non, c'est les dépenses. Oui, alors... C'est-à-dire qu'on dépense comme des corneaux et qu'il n'y a aucun contrôle sur les dépenses. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous ne pouvez pas, en bon logicien, ce que j'essaye d'être, dire que le problème, c'est la fraude fiscale. Parce que si les systèmes politiques ont créé des espèces d'endroits où vous payez moins d'impôts,
ça n'est pas une fraude si vous utilisez cette loi. Il y a un arrêt de la Cour Vous voulez dire suprême. des moyens légaux. Les moyens légaux. Non, mais c'est pour ça que j'ai Donc, refusé de parler de fraude. Exactement. Donc, ça n'est pas. C'est légal. C'est légal. tu vas pas Ça au bout n'est des donc choses. pas ouvert à la discussion. Là, tu dis tu vas pas au bout des choses. Non, mais le problème, c'est que ce soit légal. Le problème, c'est que moi, je veux dire, j'investis. C'est moralement condamnable, c'est ça que vous voulez dire. Mais pourquoi Pourquoi ? Parce que la légal. Cour suprême des États-Unis a passé un arrêt en disant que le devoir, je dis bien le devoir, de tout citoyen, c'est de payer le moins d'impôts possible, parce qu'il ne faut pas filer du pognon à un gars qui va faire n'importe quoi avec, comme l'État. Donc c'est un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Donc le devoir de tout citoyen, c'est de payer le moins possible d'impôts à tous ces corneaux qui vous saignent à blanc. Et donc ça n'est pas de la fraude, c'est de la survie. Il ne faut pas se tromper. J'en ai marre de ces gens qui m'expliquent que la fraude fiscale, une optimisation fiscale, n'y a rien à voir avec la fraude fiscale. Rien. Puisque dans le premier cas, la loi est respectée, dans le deuxième, elle ne l'est pas. Donc encore une fois... C'est pour ça que je n'ai pas parlé de fraude. Non, mais vous n'avez pas parlé de fraude, mais vous avez l'air de dire qu'il faut augmenter les impôts en France. Ah non, pas du tout. Vous êtes en train de me faire penser à une madame... échelle d'imposition cohérente. Moi, déjà. je pense Le qu'il faut... triplement de la taxe d'habitation Non. pour les résidences secondaires, je suppose que ça vous fait hurler. Alors, Mais il y a, comme disait Milton Friedman, encore une fois, parce que c'était un grand homme, il dit « J'ai jamais vu une baisse des impôts que j'aimais pas. Et donc, j'ai jamais vu une hausse des impôts que j'aimais. » Je vois pas au nom de quoi l'impôt a une justification, c'est la marge. Oui, pardon, Charles Gave, de vous interrompre quand même. Quand vous parliez de l'égalité de l'optimisation fiscale, on sait quand même que la frontière est très ténue, entre l'optimisation fiscale à un niveau extrêmement élevé et la fraude fiscale, non ? Eh bien ça, c'est un des grands scandales français. C'est que maintenant, ils ont découvert à Bercy, qui sont ces défenseurs de la liberté individuelle que tout le monde connaît, que... pourquoi vous riez-vous ? Toi, t'en fais de la fraude fiscale, je le sens que t'en fais. J'ai rien fait du tout, moi. Optimise. Ta monétisation sur Rien du YouTube. tout, moi, je paye tous mes impôts, je suis content. Ta monétisation de ta chaîne YouTube. Ouais. Tu la Au déclares ? centime près. Bon, Oui, bon, donc je continue, bien qu'il y ait un contradicteur ici à gauche, là, mais d'ailleurs c'est pour ça que vous l'avez mis à gauche. exactement. Exactement. Tous les Et deux à là-bas, c'est à gauche. droite. Parce qu'ils sont, voilà, j'ai essayé d'inverser justement les rôles. Bon, donc je continue, si vous voulez. Vous avez cette espèce d'optimisation fiscale. Mais à Bercy, ils ont découvert un truc qui s'appelle le crime... Attendez, comment ils appellent ça ? Ils appellent ça le crime de abus d'optimisation fiscale. C'est-à-dire que vous avez trahi... Abus de droit. Voilà, abus de droit, vous avez... Mais attendez une seconde. Qui va déterminer qu'il y a un abus de droit fiscal ? C'est Bercy. Et vous avez confiance dans les décisions de justice de Bercy, vous ? Pour vous juger ? Si vous êtes une grande multinationale ? Donc, encore une fois, un système fiscal doit être simple, égal et compréhensible. Notre système est compliqué. Bon, je suppose que vous n'êtes pas pour la taxe sur les super profits des grosses boîtes. Total, par exemple, Pour une raison très simple, c'est que... qui a C'est quoi, engrangé super des profit, déjà super bénéfices pendant la période du quoi, Covid. Mais quand bénéfice. le prix du pétrole était négatif il y a 2 ans, ils perdaient tout ce qu'ils voulaient, Total. Personne n'a offert de leur profiler du pognon. Donc ils gagnent de l'argent gros comme eux, mais il y a 2 ans, ils ont perdu. Quand Pouyanné augmente son salaire de 52% l'année dernière, ça vous choque pas ? Pas du tout. Vous allez encore une fois dans les évangiles où tout est présent. Et vous voyez le maître qui va embaucher des gars pour faire la moisson pendant la journée. Puis il va 2 heures après, il en trouve encore qui n'ont pas bossé, donc il les envoie aussi. Puis 2 heures après, puis 2 heures avant la fin de la journée, il les envoie aussi. Et puis il paye tout le monde pareil. Et il y a le CGT de service, le gars qui était allé à 8h du matin bosser quand le dernier, c'était à 4h du soir, qui dit « Mais c'est pas juste. Moi j'ai travaillé pendant toute la journée au soleil et lui il a travaillé que 2 heures, il a le même salaire. » Et le maître dit « Je fais ce que je veux de mon bien. » C'est-à-dire que ce qui détermine le salaire du patron de Total, c'est les actionnaires de Total à qui appartiennent la société. Et l'État n'a rien à voir. Parce que, encore une fois, quand M. Bon était président de France Télécom, il n'était payé que 300 000 € et il a fait 100 millions de pertes. Donc je trouve que M. Bon était très cher et M. Pouyanné, très bon marché. Si vous voulez avoir que des cons qui vous gèrent, arrêtez de payer les gens convenablement. Pouyanné est un type remarquable, il faut surtout bien lui foutre la paix, il a redressé sa société. Mais vous ne pensez pas que les petits travailleurs de Total, ils sont aussi pour quelque chose ? Mais ils font partie du au contrat Total aussi, ils ont eu un contrat de travail, ils sont payés, ils sont dans le cadre du contrat et on n'a rien à dire. C'est pas à l'État de déterminer
si le gars décide, c'est une connerie juridique. Vous ne pouvez pas employer des gens qui, d'un seul coup, vont dire « Moi, ma société a fait du pognon, je veux maintenant qu'on m'augmente. » Ah, là, tout le monde veut réagir. Allez, Rémi dans l'ordre, Mike après et Didier. Je crois que sur cette question de la fiscalité en France, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Est-ce que vous savez, Eric, qu'au Moyen-Âge, le serf donnait environ 20% de son temps de travail au seigneur ? Autrement dit, le salarié français aujourd'hui consacre une part beaucoup plus importante de son travail, et je ne parle même pas de l'entrepreneur, pour l'État que le serf à l'époque de la féodalité. Et en même temps, on voit bien que l'État organise pour certains une facilité de la fraude. Je vous rappelle l'affaire Rothschild Gate, où on s'est rendu compte que Bercy avait adressé un rescrit fiscal permettant au type de Rothschild d'aller localiser leurs revenus sur l'île de Man en dehors de toute fiscalité classique. Et donc c'est à la fois et l'un et l'autre. Moi je suis très libéral et très pour la réduction de la fiscalité en France, et elle sera d'autant mieux acceptée si elle est juste aussi à tous les niveaux. Et vous savez bien que toutes les grandes crises politiques naissent d'une crise des finances, et que ces crises des finances elles-mêmes souvent sont issues de difficultés fiscales, et c'est ce à quoi est confrontée la France aujourd'hui. Vous êtes libéral, vous vous définiriez comment ? Bien sûr, je suis libéral. En même temps, si à tout hasard, et je parle au conditionnel pour éviter toute plainte de diffamation, mais si, admettons qu'Emmanuel Macron ait planqué 3 millions d'euros à l'île de Man, même en tant que libéral, je trouve ça normal que le fisc français en soit informé et que ce soit soumis à une fiscalité en France. Bon, là, ce serait... voilà. C'est une supposition. C'est une supposition, bien sûr. C'est une impossibilité. Évidemment, c'est une impossibilité, comme chacun le sait. Alors, Mike, vous vouliez réagir, oui ? On paye aujourd'hui 1100 milliards d'impôts et de taxes par an. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 1200 agences. L'un des pays les plus imposés au monde. Il y a le Danemark, mais le Danemark, ils ont un système un peu différent où ils peuvent retrouver une partie des... C'est eux qui décident de la façon dont ils vont employer les impôts. Il y a 1200 agences publiques qui coûtent, je crois, 70 milliards. Il y a 5 millions de fonctionnaires dont une grande partie, hormis le régalien, bien sûr, ne servent à rien. Surtout dans les collectivités locales. La plupart ne servent à rien. Il y a un social, ou un assistanat plutôt, qui touche à peu près 33% du PIB. Vous savez ce que c'est, 33% du PIB ? C'est-à-dire quoi, un social qui touche 33% du PIB ? Non, c'est pas un social, c'est un assistanat, même, je dirais. Alors, il y a des gens, évidemment, qui en ont besoin, mais il y a énormément... Les aides sociales représentent 33% du budget français ? Oui. Okay. C'est ça que je veux dire. C'est que tu traduis la phrase là. C'est 2 fois le budget de l'État. Voilà. Donc, c'est immense. On a des retraites par répartition. Ça, c'est un gouffre. C'est une pyramide de Ponzi, on appelle ça. Il y a des choses hallucinantes. Alors, c'est vrai, il y a peut-être de la fraude fiscale, peut-être de la fraude sociale aussi, énormément. Mais il y a tout un système dirigiste, bureaucratique qu'il faut ultra réformer. Et on ne l'a jamais fait. D'ailleurs, quand on dit réforme, on ne fait jamais de réforme structurelle. Mais finalement, les Français restent assez passifs. Ils ne réagissent pas beaucoup, ne manifestent pas beaucoup contre ces hausses d'impôts. Oui, Didier Maistre. Non, mais d'abord, je pense que c'est un problème d'abord de ventilation. Moi, je ne suis pas du tout pour augmenter les impôts. Je pense qu'on est arrivé à un niveau vraiment au-delà, ça devient très compliqué. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet impôt. Et là, c'est quand même un mystère pour beaucoup... On pourrait faire ce qu'ont fait les Suédois, qui est assez intelligent. Les Suédois, ils ont fait faillite en 92, personne ne s'en souvient. Oui, tout à fait. Ils ont fait faillite en 92. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un État à peu près aussi bête que le nôtre, aujourd'hui. Et donc, on fera faillite, nous aussi. Alors, on reviendra à la faillite. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Suédois ont dit par exemple... C'est Fillon qui disait qu'on était déjà un État. En fait, techniquement, si on était une entreprise, on serait fermé. On serait fermé il y a longtemps. Mais alors, les Suédois ont dit un truc. Ils ont dit, par exemple, l'éducation. Ils avaient un système éducatif qui était complètement vertical, avec exactement comme l'éducation nationale française, nationale et tout. Ils ont dit, vous savez quoi ? Ils ont discuté, les Suédois sont très consensus, ils aiment beaucoup le consensus. J'ai un frère qui vit en Suède, je connais bien les Suédois. Et ils ont dit, bon, alors la première chose qu'on va faire, c'est est-ce que vous êtes tous d'accord pour que tous les enfants soient éduqués de façon convenable ? Les Suédois ont dit, bah, bien sûr. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit les impôts qui payent ? Tout le monde a dit, évidemment. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ça soit fait par des fonctionnaires ? Ah, c'était beaucoup moins évident. Et donc, ils ont fait créer ce que Milton Friedman a appelé le ticket enseignement. Chaque famille reçoit un ticket enseignement qu'elle présente à l'école de son choix. 7 familles peuvent créer
une école. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le remboursement des tickets de stationnement, etc., est fait par les municipalités. C'est-à-dire qu'une municipalité qui a des bonnes écoles, l'immobilier monte comme une fusée et ses recettes montent. Une municipalité qui a des mauvaises écoles, les recettes baissent, tout le monde se barre et personne n'en veut. Donc, il faut transformer l'État producteur en État prescripteur. L'État doit dire, voilà ce qu'il faut faire pour les transports, pour les retraites et tout, et ensuite démerden sich. Ça me paraît la solution, parce que d'avoir un État producteur, s'ils sont dans le sable, si vous êtes dans le trafic du sable et qu'ils vont au Sahara, ces mecs, ils vont organiser une pénurie de sable au Sahara, c'est sûr, ça. C'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est organiser la pénurie, ils ne savent rien faire d'autre. Ce qu'on n'a pas tranché en France, en fait, c'est notre vision universaliste du monde et des rapports sociaux. Et ce que vous dites, par exemple, un libéralisme fut-il tempéré, fait d'optimisation fiscale, etc., avec un État réduit à sa portion congrue, etc. Bon. Attends, pardon. Je voudrais finir cette idée parce que j'ai pas... on vient d'apprendre que la motion de censure, alors nous enregistrons, a été rejetée. Bah oui. Ça vous étonne pas? Oh non, incroyable! Je suis stupéfait. Qui a voté contre? Oh non! C'est LR. Je n'y crois pas! Non, ça veut dire que les Républicains... Donc, non, mais une petite réaction, parce que, comme le temps est compté, on va revenir à vous tout de suite, Didier. Ça veut dire que les Républicains n'ont pas suivi. Mais moi, j'étais le premier à appeler à tout le monde, rappelez-vous, sur les réseaux sociaux, à voter, quelle que soit la motion de censure, finalement. Une motion de censure, mais comme les gens ne connaissent plus très bien la Constitution, fut-elle écrite par Michel Debré, une motion de censure, c'est pas pour que la NUPES adhère au Rassemblement national ou vice-versa. Motion de censure, c'est unir des oppositions, des forces différentes. Je rappelle qu'en France, le vote est personnel, tout vote impératif est nul, et donc c'est d'avoir suffisamment de voix. Le résultat, c'est 239 voix donc, voilà. Pour la motion de censure contre 289. Voilà. Donc la majorité absolue étant à 289. Donc ça veut dire que les Républicains n'ont pas suivi, et donc les Républicains sont donc des alliés de... Il leur a tout piqué, Macron, depuis le début. Les Républicains, c'est comme un curé... Attendez, oui, c'est Charles comme Gave. un curé, je voudrais finir ma phrase, qui va derrière la sacristie, qui regarde une revue porno après avoir fait la messe. C'est ça les Républicains vis-à-vis de la Macronie. C'est la Macronie rétroversée, c'est la droite honteuse. Ils osent pas dire qu'ils sont macronistes, mais ils le sont depuis le début. Donc les Républicains, vous tout. posiez la question, à quoi servent-ils? C'est ça, Charles Gave? À rien. Bah, rien. À créer un narratif d'opposition politique. Bah, à rien, c'est-à-dire que, je sais pas, moi je les vois, si j'ose dire, quand Chirac est arrivé au pouvoir avant de demander de nouvelles élections avec Juppé, etc., il me semble que la droite contrôlait toutes les régions, toutes les grandes villes, le Parlement, le Sénat, et qu'en l'espace de 20 ans, ils sont passés à zéro. Donc, le mieux qui pourrait arriver aux Républicains, c'est de demander pardon aux Français et de partir à la retraite. Je voudrais juste finir sur cette idée quand même, pour répondre à Charles, je voudrais avoir aussi son avis sur le coup. Moi, par exemple, j'estime que je ne suis pas contre la loi du marché. Très bien, sur certains secteurs. Mais est-ce que, justement, sur les secteurs stratégiques, comme l'énergie... Vous n'allez pas me parler de l'État stratège. Non, quand même, il ne faut pas déconner. J'ai pas dit l'État stratège. Soyons sérieux, quoi. Non, mais j'ai pas dit... L'État stratège, ça me fait pleurer de rire. Non. Quand vous avez des gars qui vous parlent de l'État stratège et qui ne sont pas capables de gérer une baraque à frites, non, mais faut pas déconner. Le mec n'a pas le droit de choisir s'il met un col roulé ou pas. Il va pas j'ai pas fini mon développement. Est-ce qu'il y a des secteurs régaliens ou des secteurs stratégiques? J'ai pas parlé d'État stratégique. Regardez, par exemple, on avait... Attendez, j'ai fini. Vous savez pas ce que je veux dire. Si. Ah bah alors c'est bien. Qui doivent échapper au marché. Moi, personnellement, ça me choque que Total, même si c'est un brillant polytechnicien, etc., fasse des profits sur la crise, au moment où on devrait... Mais il n'a pas fait des profits sur la crise. Où on devrait limiter le prix de la pompe, parce que ça... Tous les citoyens en souffrent. Moi, ça me choque que... Bon, alors je vais répondre à ça, parce que ça, c'est... On gère l'électricité, on gère le... Ça doit être l'État qui doit gérer ça. Alors je vais essayer de répondre à ça. Allez-y. Pourquoi y a-t-il des super profits par Total? Parce qu'on a des connards, ou des imbéciles, pour éviter le... En France, qui ont décidé qu'on allait faire des moulins à vent et des miroirs magiques pour remplacer le gaz, l'électricité, le nucléaire, etc. Bon.
Ça ne marche pas du tout. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Donc 80% de l'énergie mondiale, depuis 100 ans, c'est de l'énergie fossile. Et ça n'a pas changé d'un iota. On a dépensé pas loin de 1 000 milliards de dollars dans le monde à faire des moulins à vent et des miroirs magiques, qui ne servent à rien. À rien. Qui ne sont pas une énergie pilotable, c'est-à-dire que, grosso modo, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, je ne sais pas si vous remarquez, mais la moitié du temps, pendant la nuit, il n'y a pas de soleil, c'est pas une découverte, comme on ne peut pas stocker l'énergie, ça ne marche pas. Donc, donc on a dépensé 1 000 milliards. Pendant ce temps-là, on a interdit aux sociétés pétrolières, du style Total, etc., d'aller chercher du pétrole dans le monde. On l'a interdit. Par exemple, les banques en Europe refusent de financer les recherches pétrolières de Total, etc. Bon. Donc le budget de recherche des sociétés pétrolières dans le monde entier, des 7 grandes sociétés pétrolières, est passé de 700 milliards de dollars à 300 milliards de dollars par an. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de pétrole. Mais par contre, la demande d'énergie continue à monter, parce que l'Inde se développe, la Chine se développe, etc. Donc, quand vous... La question que vous posiez, c'est êtes-vous pour ou contre le partage des richesses? Un peu. Mais rien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour spolier le gars qui a fait des investissements pendant que vous faisiez des investissements mauvais? C'est ça la question qu'il pose. On n'a fait que des mauvais choix en France depuis 20 ans, et ben il est normal que la population paye le prix. Ça me paraît parfaitement normal, ils avaient qu'à pas élire ces corneaux. Non mais voyez donc, c'est pas un problème de philosophie. C'est pas un problème de philosophie. Mais non, c'est un problème parfaitement de philosophie. C'est un problème de compétence. C'est un problème de compétence. On a élu des imbéciles qui nous ont mis dans une espèce de situation impossible. Donc la raison pour laquelle Total fait des super profits, c'est que le prix du pétrole est passé de 20 à 120, ou à 100, ou à 80, mais il va repasser à 200 assez rapidement, parce que nous avons fait les investissements dans le mauvais domaine, parce que nous avions un État stratège qui voulait faire des moulins à vent pour sauver la planète, parce que ça les aimait... Pardon, au passage, je crois que l'État est actionnaire de Total aussi, donc il a... De moins en moins. De moins en moins, et puis surtout Total, quand il va arriver les types de France, Total perd du fric en France. Hein. En France. En France. Mais bien sûr, mais parce qu'ils ont été prendre des risques en Afrique, en Russie. Les seuls bénéfices de Total sont à l'étranger. Ils sont pas en France. Ils sont pas en France, ils gagnent pas un rond en France, ils perdent tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Ils perdent 1 milliard par an en France. Allez, on arrive au terme de ce débat. Très vite, une réaction de Greg, de Rémi, et ensuite les caricatures. Je crois qu'il y a un problème de fond qu'on a tous soulevé, qu'il y a un problème lié à l'éducation, qu'il y a un problème lié à la... Ah non, on est à sec. On est à sec, là. Ah ouais. Sinon, je vais boire du vin, je vais dire n'importe quoi. C'est le libéralisme. C'est le libéralisme, ça. Ben voilà, c'est le... Tu vois, le libéralisme, c'est la liberté. Alors, si vous êtes pour la contrainte, il faut le dire. Hein. T'as pas assez parlé, il y a un problème qui est évident. Allez, 3 dernières minutes avant la fin du débat. Je te la fais en 3. Mais non, tu me la fais en même une. Parce qu'il y a Rémi qui doit répondre. Effectivement, il y a un problème de notions fondamentales qui ont été perdues par les gens. Je pense sincèrement, puisque tu aimes bien souligner que je suis de gauche et humoriste, ce qui me vaut des critiques souvent assez néfastes dans les commentaires, mais j'ai aussi le malheur d'être libéral et girardien. Il faut que les gens se rappellent. Mais je bouffe pas à tous les râteliers, il y a une cohérence. Il va falloir que les gens commencent à comprendre que les individus, que l'État est un outil au service des individus. Ce n'est pas l'individu qui est un outil au service de l'État. Vous écoutez, j'ai écouté dans la voiture 15 pubs avant de venir, il y en avait 7 qui me disaient ce que je devais faire, où je devais le faire et comment je devais le faire. Et les gens ont intégré comme une normalité, le tout sous un espèce de discours de novlangue débile, du tous solidaire, tous vigilants, atchoum, qu'on était des outils au service de l'État. Non, c'est l'État qui est un service, qui est un outil à notre service à tous et en tant qu'individu isolé, premièrement. Deuxièmement, dans le sujet, c'est vrai qu'il y avait un truc que je trouvais un peu bizarre, c'est disait crise, inflation, etc., manif. Est-ce que la France court à sa perte économique? Les manifestations qui se déroulent majoritairement dans la France n'ont rien à voir là-dedans. Elles ne sont pas une cause de déclin. Les manifestations qui ont lieu en ce moment, dans leur majorité, j'entends, depuis la crise des Gilets jaunes, ne sont pas des manifs type post-45 qui faisait dire à Maurice Thorez que la grève était l'arme des trusses, c'est-à-dire des trucs, on va prendre un peu de la puissance de l'État pour redistribuer à tout le monde parce que mieux vaut être troisième mais que les gens bouffent bien que premier, etc. Non. Les manifs qui ont lieu en France en ce moment, ce sont des manifs de la common decency, c'est-à-dire que si on suivait les recommandations qui sont faites par les Gilets jaunes, la France économiquement s'en sortirait mieux. Parce que le président de la République n'a pas à vendre des secrets industriels relevant du nucléaire, des secteurs stratégiques de l'État, bon marché à des puissances comme les États-Unis qui sont des puissances alliées occasionnelles de l'histoire. Donc déjà, quand le peuple manifeste aujourd'hui, ce n'est pas pour affaiblir l'État, c'est pour virer les gens qui sont à sa tête et qu'ils l'affaiblissent
parce que ce sont des traîtres politiques. Ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Après, moi, je veux bien qu'on nous dise que la France court à sa perte. OK. Mais je voudrais savoir pourquoi. Parce que là, depuis le début de la Macronie, c'est le 4e narratif justifiant le serrage de ceinture qu'on nous vend. On nous a vendu qu'on était dans la merde parce que les gilets jaunes. On vient de voir que c'est faux. On nous a dit ensuite que c'était parce que Greta Thunberg avait pris le Zodiac, qu'elle avait compris que la fin du monde arrivait et que donc fallait moins consommer. Ensuite, c'était la faute d'un pangolin et maintenant c'est la faute de Poutine. Je veux bien que dans tous les cas, il y ait une influence, mais elle n'est pas déterminante. Parce que le Covid, oui, effectivement, a une influence sur la situation économique française, mais parce que Macron fait 600 milliards de dettes. Poutine, moi je veux bien, mais juste, Barbara Pompili en 2020 nous disait déjà qu'on aurait des coupures d'énergie à cause de la politique antinucléaire de Macron. Donc moi je veux bien qu'on nous vende des narratifs tout le temps, mais je pense, en individualiste, que le principal responsable de la situation économique dans laquelle nous sommes, c'est Emmanuel Macron. Oui, il y a une servitude volontaire des gens, j'ai un côté trop catho pour lui en vouloir. Les gens peuvent se réveiller, mais il y a des fondamentaux qu'il va falloir comprendre. Ces gens, nous les payons, ces gens ont le même droit envers nous que ma femme de ménage, si j'ose dire. Les marchands du temple ont été chassés quand même. Allez, Exactement. ce sera le mot de la fin. Nous les payons, ce sont nos serviteurs. De ce débat, beaucoup Parce que de l'État, dessins. c'est nous. Vous avez inspiré beaucoup de dessins, donc merci Ignace. Alors tout d'abord, Greg Tabibian, toujours aussi grognon, mais sa désopilance est plus que jamais en inflation. Chacun a son petit dessin, bah tiens, je vous le donne. Mike Borowski, anti-vax assumé et aussi anti-tax, voilà, c'est pour Mike. Rémi Tell a un plan pour sauver l'économie française, faire l'économie de Macron. Pourquoi il s'appelle pas Guillaume, lui ? Oui, c'est vrai, ça. Bah regardez, on lui donne pas mal. Voilà, Didier Maistre face aux prédictions les plus noires, je reste plus que jamais gilet jaune. Vous voyez, chacun a son petit dessin. Bon, même pour moi. Éric Morillo, ces derniers Bistro Liberté ont dépassé les 600 000 vues. Bientôt millionnaire. Non, malheureusement pour moi, pas encore. Et enfin, Charles Gave, concernant l'effondrement monétaire, j'ai des conseils en or. Et puis enfin, 2 dessins qui, cette fois, je vous le donne. Tenez, Charles. C'est bien. Et enfin, 2 dessins qui renvoient évidemment au premier sujet dont on parlait, malheureux. Terrorisme, assassinat, pédocriminalité. Vous n'aurez pas ma haine, Éric Dupond-Moretti. Ma haine, je ne la garde que pour l'extrême droite. On peut applaudir, je pense, Ignace. Et l'effondrement économique vous rend frileux. Mettez un col roulé. Les bons conseils de notre ami Bruno Le Maire. On se retrouve dans un instant pour le deuxième débat. Merci à tous d'avoir en tout cas respecté à peu près scrupuleusement le temps. À tout de suite. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Voilà, avant d'aborder le second débat, je vous en prie, Charles, du saucisson, il y a des tomates, et peut-être un peu de vin encore, Charles Mathieu, ce serait sympathique. En tout cas, le vin part très fort aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit que tu finissais toutes les bouteilles à la fin, mais là, il en restera plus. Un jour, l'addition sera en un coup, et puis ça arrivera. Mais... Alors, c'est l'heure de l'interview confession, cher Charles Gave. Je vous propose, c'est très simple, vous écoutez des questions, vous y répondez si possible, le plus rapidement possible. Première question. Quel est votre héros dans la vie réelle ? C'est une bonne question. Il y a un homme qui m'a toujours fait pleurer chaque fois que j'étais le voir. C'était Jean-Paul II. C'est rigolo parce que je ne suis pas d'un naturel émotif, mais j'ai été le voir 2 ou 3 fois dans des grandes réunions, vous savez, à Lourdes ou à Paris, etc. Chaque fois que je le voyais passer avec sa croix loin, et j'étais très loin, je me mettais à pleurer comme un veau. Donc je me dis, Jean-Paul II, c'est mon héros. Eh bien, c'est votre réponse. Deuxième question. Quel don de la nature voudriez-vous avoir ? Alors là, je peux vous raconter, il y en a plein que j'aimerais avoir, mais il y a un truc qui m'a toujours manqué, c'est savoir danser. C'est fou, j'ai été très bon en sport, j'ai été très bon dans des tas de trucs, mais alors danser, j'ai toujours dansé comme un cochon. Et j'ai toujours été jaloux des gens qui dansaient comme des papillons. Donc j'aurais aimé savoir danser, voilà. Troisième question. Et si vous étiez un livre ? Si j'étais un livre. Vous en avez écrit plusieurs, hein, j'en ai écrit plusieurs, j'en ai que 5 ou 6, mais c'était parce que j'avais du temps à perdre. Si j'étais un livre, j'aimerais avoir écrit Du pouvoir de Jouvenel. Pourquoi ? Parce que c'est un livre prodigieux d'intelligence. Vous savez, c'est une réflexion sur la façon dont l'État croît sans arrêt, qu'on ne réussit pas à arrêter sa croissance. Il est là, il est comme un cancer qui se développe, on ne réussit jamais à l'arrêter. Il vous explique ça tellement bien. C'est un des livres qui a changé ma vie, quoi. Question suivante. Que chantez-vous sous la douche ?
il vaut mieux pas attendre que je chante sur la douche, parce que vous savez, je suis un ancien joueur de rugby, donc que je chante sous la douche, il vaut mieux pas en parler. Je suis sûr que c'est pas convenable. La question suivante. Avec qui aimeriez-vous dîner? Avec qui j'aimerais dîner? Avec qui j'aurais aimé dîner? Emmanuel Macron, je sens. Non, parce qu'il a rien à dire, le pauvre garçon. C'est pas un... Bah tiens, si vous me demandez, j'aurais aimé dîner avec Ronald Reagan. Parce qu'il était poilant comme tout. Il disait des bêtises, il était marrant comme tout, et il respirait l'optimisme du début à la fin. À chaque fois que vous le voyez, il pète la joie de vivre. Donald Trump, ça doit être assez marrant. Oui, mais il n'a pas la profondeur intellectuelle de Reagan. Ouais. Reagan, c'était quand même le mec au poil, quoi. C'était... Il était ancien comédien, quoi, ancien acteur. D'abord, mais il avait beaucoup plus que ça, si vous voulez. Moi, il y a une des histoires que je préfère, c'est qui m'avait été racontée, c'était par un type qui avait travaillé avec Reagan pendant des années, et qui lui avait demandé un jour, Monsieur le Président, pourquoi avez-vous envahi l'île de Grenade? Vous savez que c'était au début, quand les États-Unis ont recommencé à projeter, après la guerre du Vietnam, leur pouvoir militaire à l'extérieur. Et donc Reagan l'a regardé et lui a dit, je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. Et je me suis toujours dit, il s'est foutu de la gueule du mec, mais j'en suis pas sûr. 2 dernières questions. Que détestez-vous par-dessus tout? La bêtise au front de taureau. Vous savez, c'est-à-dire les gens avec qui vous ne pouvez pas parler, parce que simplement, ils sont enfermés dans une espèce de... Le communisme, vous diriez? Non, le communisme, ils n'étaient pas tous idiots. Vous pouviez être idiot, communiste ou de bonne foi, mais c'était un des deux. Vous étiez 2 sur 3, mais jamais 3 sur 3, quoi. Non, c'est simplement, vous avez des gens qui vous détestent tellement, ou qui détestent tellement ce que vous représentez, qui préfèrent arriver à la catastrophe plutôt que de vous écouter. C'est-à-dire la bêtise au front de taureau, c'est ce que je dis par exemple. Par exemple, regardez De Gaulle au moment de la ligne Maginot, il a dit c'est une connerie, et on s'apprêtait à le mettre à la retraite, à recolomber les 2 églises en tant que colonel. Mais il était contre la ligne Maginot, pas parce qu'il était pour Hitler, mais parce que c'était très con. L'euro, par exemple, aujourd'hui, c'est la ligne Maginot, c'est très con, mais si vous êtes contre l'euro, vous êtes écarté de toute position de discussion en France. Ce qui est quand même étonnant, quoi, parce que j'ai peut-être des choses intéressantes à dire sur le sujet. Et on salue notre ami Tristan Mendès France, qui nous regarde. Allez, dernière question. Le taureau. Et pour cette dernière question, dites-nous, quel est votre rêve de bonheur? Un petit enfant. Écoutez. Un petit enfant, j'adore les enfants quand ils sont tout petits. Vous savez, je suis un père avec une âme de mère, et donc avec les petits-enfants, je suis là, et j'en ai 11. Et donc, ils commencent à être grands, tous ces couillons-là, mais j'en ai 2 qui sont encore assez petits. Et donc, voir un petit garçon, une petite fille dont le visage s'éclaire quand il vous voit arriver, c'est quand même ce qui peut être de plus beau dans la vie. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci également à Arnaud Soyer, qui est l'auteur de ces questions. On se retrouve dans un instant pour le 2e débat vers la fin de l'hégémonie américaine. Et je sens que ça va être encore animé. À tout de suite. Allons-nous vers la fin de l'hégémonie américaine? Remise en cause du dollar, effondrement des démocrates, guerre en Ukraine, Chine et Russie en embuscade. Entrons-nous dans une nouvelle ère du multilatéralisme? Voilà pour finir cette soirée dans ce Bistro Liberté, encore une fois très animé. Je vous propose à moins de 3 semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis de nous intéresser justement à la place des États-Unis dans le monde, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine qui semble assez paradoxalement à la fois les renforcer et les affaiblir. Alors on en parle bien sûr toujours avec Charles Gave qui est l'un des plus éminents spécialistes des États-Unis en France. Alors d'abord on va parler de ce qui constitue peut-être le plus grand symbole, si vous le voulez bien, cher Charles Gave, de l'hégémonie américaine. Je pense
pense bien évidemment à la monnaie, au dollar américain qui domine le monde depuis 1944, on peut le dire, mais qui semble aujourd'hui quelque peu à la peine. Alors ma question, elle est simple. Assistons-nous à la fin de l'hégémonie du dollar, Charles Gave? Ah, c'est une question intéressante, ça, parce que... Merci. Oui. De temps en temps, quand elle n'est pas intéressante, je vous dis c'est nul. Mais là, je dis c'est Ça t'arrive intéressant. des fois, quand même. Voilà, donc Voilà, merci. Merci. Donc, on va essayer de répondre rapidement. Les États-Unis, d'après Rueff, qui était l'économiste de De Gaulle, mais qui était un type intéressant, il bénéficiait de ce qu'on appelle le privilège impérial. C'est-à-dire, quand la France a un déficit extérieur, il faut que pour solder ce déficit extérieur, on vende des trucs à l'extérieur, soit on leur vend des dettes, soit on leur vend des appartements à Paris, soit on leur vend des sociétés françaises, bref, il faut payer en réalité. Quand c'est les États-Unis qui ont un déficit extérieur, ils envoient des petits bouts de papier vert, qui s'appellent les dollars, et ça devient des réserves de change pour les autres pays. C'est-à-dire que quand vous avez... Mais alors, pourquoi les autres pays ont besoin de réserves de change en dollars? C'est parce que l'énergie, depuis 1942 en fait, les accords pensés entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite à l'époque, Ibn Saoud, le pétrole est payable en dollars, et uniquement en dollars. Donc si vous voulez avoir de l'énergie dans le futur, puisque comme je le dis toujours, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, donc vous devez avoir des réserves de dollars pour vous acheter du pétrole, au cas où le pétrole monterait, où vous auriez un PET, etc. Donc vous êtes obligé d'avoir des réserves en dollars, et ces réserves en dollars, elles sont déposées à la banque centrale locale, qui ensuite va les déposer à la banque centrale américaine, et qui avec ça va acheter des obligations en dollars. C'est-à-dire que le déficit extérieur américain finance le déficit intérieur américain, ce qui est quand même une invention simple et toute d'exécution. Et donc, ça fait des années qu'il y a tout un saga de sérieux qui disent enfin, pourquoi paye-t-on le pétrole en dollars? Je tiens à vous faire remarquer que les gars qui ont eu l'idée de le payer en autre chose, comme leur monnaie locale par exemple, qu'il s'agisse de Saddam Hussein, de Kadhafi, etc., ils ont eu des espérances de vie assez limitées. Le hasard. Non, pas de complotisme, le hasard. Le hasard. Enfin bref, il leur est arrivé, l'armée américaine est arrivée, ou l'armée de Sarkozy, là, vous savez... La même, donc. La même, oui. Enfin, Sarkozy, on croyait avoir le Karcher et on avait Kouchner, quoi, c'était pareil. Et donc, c'était assez... Donc, oui, c'était le monopole. Mais ce qui se passe avec l'arrivée de la Chine... J'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai même écrit 1 ou 2 livres en anglais qui sont disponibles ici ou là. C'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train de monter tout un système alternatif au dollar avec une espèce de fonds monétaire national, une banque mondiale, des réserves de change, etc. Tout ça, c'est... Le pétrole est coté en renminbi à Shanghai, l'or aussi. Donc vous avez tout un système alternatif pour dédollariser l'Asie. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en raison de cette dominance du dollar, si la Corée vendait des biens ou des services, je ne sais pas, à Taïwan, ils se facturaient l'un l'autre en dollars. Et les Chinois auraient pu leur dire, mais pourquoi vous facturez en dollars? Pourquoi vous ne facturez pas dans vos monnaies? Et donc nous, on vous prêtera s'il y en a de vous qui est en déficit, etc. Donc, pour la première fois, il existe un rival réel au dollar, parce que le Deutsche Mark n'a jamais été crédible, le yen n'a jamais été crédible non plus, pour une raison très simple, c'est que les Américains avaient des bases dans les deux pays. Donc vous savez, il y a un vieux proverbe finlandais qui dit que dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc l'armée du pays d'à côté, en Europe, ça fait 30, 40, 50 ans que c'est l'armée américaine. Donc grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que pour rester la monnaie de réserve du monde, donc avoir tout ce privilège impérial, il faut que les États-Unis dominent militairement, pour que les autres aient peur d'eux. Mais l'embêtant, c'est qu'avec la Russie et la Chine aujourd'hui, ça fait un très très gros morceau à avaler entre les deux. Donc on arrive rapidement à la fin, on va voir apparaître un système alternatif au dollar qui sera fondé probablement sur une espèce de mix pétrole-or, entre la Chine et la Russie, et qu'à cette monnaie vont venir s'agréger la quasi-totalité des pays, des BRICS, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on a vu la guerre en Ukraine, les États-Unis ont demandé la condamnation à l'ONU de cette invasion, et que tous les pays qui ont voté pour la condamnation,
c'est des pays dans lesquels les États-Unis avaient des bases. Quand il n'y avait pas de base, le type votait librement. Donc les 2/3 des pays n'ont pas voté pour la condamnation de l'invasion de l'Ukraine. Didier Maisto. Oui, c'est historiquement factuel et très juste. Parce qu'en fait, les deux armes des États-Unis, quelles sont-elles? Il y a celle que vient d'écrire Charles Gave, effectivement, le dollar, puisque quand ça a été décorrélé de l'or, on a fabriqué du dollar sans que la Fed, en fait, puisse vraiment contrôler, parce qu'on ne sait pas combien d'émissions de dollars il y a, c'est une monnaie un petit peu de singe. Donc c'est une manière... Mais je peux vous donner un chiffre là, si vous voulez, sur les États-Unis, depuis leur création. 50% des dollars créés depuis la création de la République américaine ont été faits dans les derniers 18 mois. 18 mois de maintenant, là? Oui. Depuis 250 ans qu'existe la République américaine, 50% de l'argent créé dans la République américaine a été fait dans les dernières... Donc ça, c'est la première raison. Et puis il y a un deuxième outil, je dirais, c'est l'extraterritorialité. Ah, ça, c'est du droit, oui. Du droit américain, en fait, qui permet finalement de projeter leur propre protectionnisme, parce qu'ils sont libéraux, mais ils sont très protectionnistes en réalité. Ils projettent leur puissance à l'ensemble de la planète, sur l'ensemble de la planète, en disant « ici, c'est chez nous », ce qui leur permet de prendre le contrôle de nos sociétés en menaçant de 1000 ans de prison quiconque ne serait pas d'accord. Il suffit d'avoir un logiciel ou d'être abonné à Google, par exemple, et les États-Unis peuvent vous intenter un procès, venir vous chercher, vous menacer de 1000 ans en prison. Ça a été parfaitement décrit dans l'affaire Alstom. Il faut savoir notamment. un truc. Alors, je voudrais juste finir là-dessus. Oui, c'est que, effectivement, le multilatéralisme, parce que comme on a poussé... en France, on n'a pas cette vision, c'est tellement dommage, parce qu'on est toujours dans l'émotion, les gentils Ukrainiens, les méchants Russes, etc. On n'a pas cette vision qui, à la fois par le dollar et par l'extraterritorialité, et par le fait que, comme l'a très bien dit Charles Gave, l'économie américaine a besoin de faire peur, d'avoir un complexe militaro-industriel, parce que sinon... Et donc on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, parce que le tropisme normal de la Russie, c'était de regarder vers l'Europe. Ils sont en train de faire un système assez performant, qui est un peu le concurrent de SWIFT, au niveau du système, toutes les transactions bancaires, voilà. Et donc ça commence... donc ils sont en train de créer une autre façon de faire de l'économie, de nouvelles alliances, une nouvelle monnaie de référence. Et là, on est à l'aube de temps nouveaux dont on ne sait pas tout à fait ce que ça va donner. Mais ça, c'est fondamental pour comprendre aujourd'hui le conflit ukrainien. Charles Gave, puis Rémi. Alors, une idée assez simple, si vous voulez. Bon, je vais la dire là. Vous vous endormez en 1790. Vous vous réveillez en 1830. Vous comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, quand vous vous réveillerez en 2030, vous comprendrez rien. C'est-à-dire que la durée de vie des sociétés humaines dans une société capitaliste, des institutions, c'est à peu près 70 ans. C'est-à-dire que vous avez 70 ans de stabilité qui sont faites autour du gars qui a gagné la dernière grande guerre, puis ensuite, le type, il s'effondre, et puis vous avez 30 ans de merdier. Et aujourd'hui, on est rentré dans la période de 30 ans de merdier, quoi. Et donc, personne n'a la moindre idée de ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que toutes les institutions qui ont été faites dans l'ordre américain vont disparaître. Et avec elles, tout un tas de monnaie. Parce que ce qui était l'écu a disparu en 1797, dévaluation faillite des 2/3 de la France. Puis le marque et le rouble ont complètement disparu dans les années 1930, etc. Donc la grande question, c'est quelles sont les monnaies qui vont disparaître dans les... Mon idée, c'est l'euro. Rémi Tel, qui a écrit La chute de Prométhée, être un démocrate américain, donc vous connaissez bien le sujet. Juste pour prolonger le propos de Didier Maisto, il y avait un troisième pilier, la puissance américaine, qui était son soft power, avec une nation qui s'est fondée sur l'idée de la liberté, et qui, dans une espèce de mimétisme face à son adversaire émergent, la Chine, c'est le fameux piège de Thucydide, est en train de renoncer à ce principe-là. C'est le wokisme, la cancel culture, tout ce qu'on voit sur l'inversion accusatoire, les délires immoraux complètement. Et donc ça, c'est en train de s'aborder les États-Unis. Et on le voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe avec le conflit en Ukraine. Nous sommes ridicules. L'Occident est ridicule. Les États-Unis sont ridicules. On se moque de nous. Plus personne ne nous respecte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que le problème est en nous. On peut aller regarder, chercher des noises à Poutine, chercher des noises à l'islam radical, chercher des noises à tout le monde. Le problème est en nous.
Je me sens moins seul parce que. Et voilà. Et pourtant, quand je dis ça, on me regarde toujours avec des yeux hagards. Nous ne sommes pas crédibles. Voilà. Nous ne sommes pas C'est un crédibles. combat culturel à la base. C'est un combat culturel, on se moque de nous, nous avons renoncé à la plupart de nos principes, à la plupart de nos valeurs, et ce qui partait en fait, du christianisme, hein, il faut être très honnête, c'est bien la matrice fondamentale de l'Occident, c'est dévoyé en espèce de logique des droits de l'homme, mais qui n'est qu'une façade à l'impérialisme, et en l'occurrence à l'impérialisme américain, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes plus respectés. Et c'est pour ça que la solution sera en nous, puisque le problème est en nous, la solution sera en nous. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, en Chine, en Russie, d'essayer de détruire les uns et les autres, tant qu'il n'y aura pas de reconstruction intellectuelle, morale, économique du monde occidental, nous serons condamnés au déclin. On s'est fondé selon les préceptes d'Antigone, avec des droits naturels, des droits humains, etc. Et aujourd'hui, on a des tout petits créons qui sautillent, comme je disais. Et le problème, c'est ça, c'est ce va-et-vient stupide entre le relatif et l'absolu. On ne vit plus que dans l'absolu, et les chaînes d'infos, une info chasse une autre, etc. On a un type qui joue, certes très bien, du piano avec son phallus, et là tout le monde doit dire « Ah, c'est extraordinaire », et puis vous avez des gens comme BHL qui viennent chanter, ou Glucksmann, des louanges, vous savez, le type qui a mal au mollet quand il met ses chaussettes, il dit « Ah, les Ouïghours ont fabriqué devant son spritz, je peux pas, j'ai mal, j'ai des rougeurs ». C'est ça le problème de nos sociétés, fondamentalement. Et pour rebondir sur le début de notre propos, c'est ça aussi qu'on refuse de voir. L'affaire Lola, juste très très bref, c'est aussi d'une certaine manière le spectacle affligeant de nos sociétés complètement ravagées par le consumérisme, la consommation, et qui n'ont plus de surmoi. Donc, ce qui est très dérangeant, c'est qu'on n'arrive pas... je vais prendre un exemple très simple. On n'arrive pas à la mettre dans une case, cette affaire-là. Est-ce que c'est de l'islamisme radicalisé ? Non. Est-ce que c'est de la psychiatrie exacerbée ? Pas complètement. Est-ce que c'est du satanisme ou de la vente d'organes ? Peut-être pas. Probablement pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est le pur produit de nos sociétés. Une Instagrammeuse, après elle a des problèmes psychologiques, psychiatriques, certains, parce qu'on voit que c'est une bouffée délirante, psychotique, certainement. Mais on refuse aussi. On ne sait pas. Je crois qu'elle joue la carte pour éviter la prison. On refuse de voir ça. Tu dédouanes un peu le truc, tu trouves l'excuse. Son truc, il tient pas. Non, justement. Alors, c'est une façon d'excuser. Et ça, c'est ça où je suis mal compris. Ça nous éloigne du sujet américain. Non, pas vraiment. En effet, au sujet algérien. Mais ici, qu'est-ce que ça nous y renvoie ? Ça nous y renvoie, et je ne suis pas d'accord pour dire que ça exonère de la responsabilité personnelle. Au contraire, ça la renforce. Je ne cherche pas des excuses, j'essaie de trouver des explications qui sont diverses. Et oui, je suis d'accord, le soft power, il faut, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que le droit divorce, j'ose dire le mot, de la morale. Et si le droit divorce trop de la morale, des valeurs et du référent, si sur tous nos édifices, on met liberté, égalité, fraternité, et que dans le comportement, c'est ce qu'on disait aussi sur l'État, on voit qu'il y a un trop grand hiatus, un trop grand Rubicon, les gens ne fonctionnent plus. Ça aurait été différent avec Donald Trump, là, les élections de la midterm, là, vous les voyez comment là D'abord, s'il y avait eu Donald Trump encore, il n'y a pas eu de conflit. Il n'y aurait sans doute pas eu de conflit, pour une raison très simple. C'est que si vous analysez la situation tranquillement, sans espèce d'affect moral qui vous empêche de réfléchir. Moi, vous savez, je suis dans les marchés financiers. Il y a un truc que j'ai appris il y a très longtemps, c'est que les actions, les obligations, les monnaies, elles ne m'aiment pas. Elles ne me détestent pas. Elles s'en foutent. Donc, je dois analyser les choses froidement, parce que c'est pas parce que j'aime une action qu'elle va monter, cette andouille. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est complètement idiot. Donc, quand j'analyse la situation ukrainienne, j'essaye d'être froid comme un calamar, et de me dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que les États-Unis ont comme but unique, c'est ce qu'ils ont dit après la Deuxième Guerre mondiale, il faut garder l'Allemagne down, la Russie out, et les US on top. Et c'est ça la politique de la réserve, du gouvernement américain depuis 70 ans. Donc, pour garder l'Allemagne down, il faut l'empêcher de faire un accord avec la Russie. Et quelle est la responsabilité de Joe Biden et des démocrates, par exemple, mais ils n'ont aucune importance, dans ce déclin américain qui date tout de même pas d'hier. Mais il ne faut pas oublier que vous avez toute une série de gars qui sont au département d'État,
qui ont été mis là par les Clinton, etc., qui sont des espèces de criminels tout à fait prouvés, parce que Mme Clinton, par exemple, c'est elle qui avait créé ISIS, en passant. Hein. Donc ces gens-là, eux, ils agissent avec une réflexion de pouvoir, pas de ce qui est... Et ça, c'est très nouveau aux États-Unis, parce que jusqu'à Eisenhower, les États-Unis avaient quand même, dans leur politique étrangère, une espèce de notion de morale. C'est-à-dire qu'ils étaient la ville sur la colline, que tout le monde regardait, qui était libre, c'était pour les États-Unis, c'était la ville sur la colline éclairée. Et puis d'un seul coup, on a eu les disciples de Brzezinski et de Kissinger qui sont arrivés et qui font une politique absolument abominable et qui est complètement contradictoire avec l'essence même de ce qu'ont les États-Unis, c'est-à-dire d'être braves gens. Et ça, ce sont des vrais criminels. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et par exemple, à l'évidence, Biden est complètement gâteux. Tout le monde le sait aujourd'hui, il n'y a qu'à le voir. Il est là, il sort de l'estrade, il ne sait pas où il va, quoi, il tombe, enfin bref. Et vous ne savez pas qui exerce le pouvoir aux États-Unis. Personne ne sait qui exerce le pouvoir. C'est la question la plus cruciale. C'est la question la plus extraordinaire. On accuse souvent l'État profond américain d'être aux manettes derrière Barack Obama. C'est bien qu'ils le sont. Mais l'État profond, c'est une réalité. Oui, c'est pas complotiste, c'est une réalité. Il y a un État profond en Amérique. Il existe, et Eisenhower l'avait dit. Il y a un État profond partout. Mike, justement... Alors, il faut dédollariser, c'est une évidence, mais il faut que nous, Européens, Occidentaux, et plus particulièrement nous, Français, nous nous rebellions aussi. Moi, je n'ai pas envie d'être derrière des Chinois ou des Russes. Mais qui derrière l'État profond, qui derrière les Chinois, on a parlé de guerre, mais les Chinois, moi, je veux savoir quelle guerre dans leur histoire, enfin, quelle grande guerre ont-ils gagné? Voilà, donc ça, on ne sait pas, parce que c'est pas non plus une grande puissance militaire. Ils ne gagnent jamais une guerre, ils absorbent l'envahisseur. Et les Russes, c'est la civilisation de... Non, mais non, on a parlé de guerre. Les Tibétains, ils en ont gagné beaucoup, mais vu qu'ils ne la font pas, tu la vois pas. Ah ouais, d'accord. Bah si, mais c'est... Et les Russes, entre nous, pour moi, c'est une force d'appoint, c'est pas une puissance. Alors peut-être parce que je suis polonais, je dis ça, donc là, vous connaissez le tropisme, hein, même si je suis pas du tout pro-ukrainien, là, pas du tout, hein, faut qu'on me mette pas dans une case. Mais moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais môme en Pologne, à la chute du communisme, je voyais les soldats russes, quand ils sont partis, ils pleuraient. Vous savez pourquoi ils pleuraient ? Parce qu'ils allaient rentrer en Russie, ils allaient manger des cailloux en Russie, ils allaient porter des chaussures avec des trous. Il n'y avait pas grand-chose à bouffer en Pologne à l'époque. Ah bah si, il y avait plus à bouffer, il y avait plus... Et ouais, c'est pour dire. C'est-à-dire qu'en Pologne, on était dans la merde, alors imaginez en Russie comment c'était, quoi. C'était bien pire. Et la Russie, depuis, c'est pas devenu un Eldorado. C'est le PIB de l'Espagne, hein. Faut aussi... C'est faux, ça. Voilà. Alors, moi, je n'ai rien contre la Russie spécifiquement, mais moi, je ne crois Joe Biden, pas... pardon, revenir à ça. Vous pensez qu'il est vraiment au pouvoir ou pas au pouvoir en ce moment? Mais il a été aussi bien Joe Biden que Kamala Harris, la vice-présidente, ont émis là parce qu'ils représentaient Joe Biden, l'industrie de l'armement, Kamala Harris, l'industrie de la santé, et que ces gens-là, il fallait qu'ils continuent à permettre à l'industrie de la santé et à l'industrie de l'armement de continuer à gagner de l'argent. Donc il ne faut pas oublier que Biden, sous Obama, qui était vice-président, avait en charge, en tant que vice-président, la gestion de la relation avec l'Ukraine. Et que son fils a fait des centaines de millions de dollars en Ukraine. Hunter Biden qui est visé par nombreuses affaires. Lui aussi. Est en train de sortir l'audit de l'ordinateur du petit Biden, et qui semble montrer que le père a touché tout autant que le fils. Et donc il ne faut pas oublier que c'est extraordinairement... Washington est extraordinairement corrompu. C'est un niveau de corruption que les gens ne peuvent même pas imaginer. Si le camp Trump gagne là, ces élections, est-ce que ça peut changer au niveau du conflit si vous voulez, ce qui va se passer, vous n'oubliez pas que quand Trump est arrivé la dernière fois, pendant 4 ans, il n'a jamais réussi à prendre le contrôle du ministère de la Justice. Jamais. Le ministère de la Justice par exemple, il y a eu une enquête qui a été lancée par lui, contre lui, comme pour collusion avec la Russie. On n'a, à ce jour, malgré des enquêtes nombreuses, jamais réussi à savoir qui avait donné l'ordre de lancer cette enquête contre un président normalement élu aux États-Unis. On n'a jamais su. Le FBI a trahi du début à la fin, n'a pas arrêté de trahir Trump. Les cours de justice l'ont fait aussi. Donc, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, dans toute une série de pays où il y a des États profonds, la France en est un bon exemple aussi, l'Angleterre un autre, la justice a été capturée par l'État profond. Donc vous avez une espèce de monstre qui se met en route, où le type qui n'est pas d'accord se retrouve littéralement en cabane, parce que la justice n'est pas d'accord avec lui. Regardez ce qui est en train d'arriver à Assange.
C'est un vrai scandale, le truc d'Assange. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il va passer sa vie en tôle maintenant. Mais pourquoi ? Parce que les Américains ont décidé qu'il avait dit des choses. Mais il n'est même pas américain, il a le droit de dire ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, quand vous regardez Assange, vous voyez le rôle de cet État profond, la capture de cet État profond de la justice, et la façon dont il vous liquide si vous n'êtes pas d'accord. Ben oui, moi, c'est pas vraiment mon idée, quoi. Rémi Tell, j'aimerais qu'on parle de la guerre en Ukraine après. En 3 mots, Eric, je crois que nous sommes le 26 octobre, les élections auront lieu le 8 novembre. Nous vivons les 2 semaines les plus périlleuses pour la sécurité internationale Oui, parce qu'ils que vont nous essayer de faire avons n'importe connues quoi. depuis l'été 1939. C'est un monde qui s'effondre sur le plan idéologique, sur le plan économique, et ce n'est pas le libéralisme, le capitalisme de connivence. C'est le grand banditisme, oui. Et le grand banditisme. Et les démocrates américains, ils l'ont montré, sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et personne ne sait ce qui pourrait se passer dans les 2 prochaines semaines. Alors je le dis à ceux qui nous écoutent, évitons les réactions trop émotionnelles aux événements qui pourraient survenir dans les prochains jours. Pensez quoi ? Je sais pas, il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur une bombe sale préparée par l'Ukraine avec une accusation des Russes. Je n'ai pas d'informations, évidemment. C'est ce qui circule. Mais je peux vous donner un autre exemple. Ça a été démenti par Kiev, hein, ça. Oui, ça a été démenti par Kiev. Mais ça précipiterait un conflit mondial. Ça va, alors on peut faire confiance à Zelensky, c'est bien, je vois que vous êtes vous faites partie de ce complot international. Je ne fais que rapporter des J'appelle les Français qui nous écoutent à l'indépendance d'esprit, parce que les 2 semaines qui viennent, parce qu'elles sont décisives justement pour l'oligarchie, vont être l'objet de toutes les manipulations. Je vous donne un exemple. Les États-Unis ont décidé de transporter la 101e division aéroportée américaine. Une division, c'est beaucoup de soldats. Hein. Et ils les ont installés où ? À 3 km de la frontière ukrainienne, en Roumanie. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de mettre la 101e division aéroportée américaine ? C'est la 3e guerre mondiale ? Mais ça veut dire que s'ils font 3 km, les mecs, ils rentrent en Russie. Ils sont co-belligérants. La 101e, symboliquement, dans l'armée des États-Unis, la 101e, c'est vraiment c'est un peu comme nos paras, quoi. C'est vraiment sur la 101e, 40. Donc, si la 101e fait 4 km et rentre en Ukraine, le coup est parti. Mais quel est le fou qui met 30 000 soldats puissamment armés à la limite d'un pays où il y a une guerre et qui peut déclencher ça ? Le président peut-être le président des États-Unis, parce que les Ukrainiens ont sur lui des informations, puisque c'était par l'Ukraine que passait toute la corruption américaine, sur le président des États-Unis, et la raison pour laquelle il est pour la guerre en Ukraine, c'est peut-être parce qu'on l'a dit, t'as pas le choix maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a mis là. Donc ne vous éveillez pas une seconde, aujourd'hui nous ne sommes pas dans un monde stable, je suis d'accord avec lui. Est-ce que finalement c'est pas une opération assez réussie par les États-Unis qui a réussi finalement à couper le monde en 2 ? Mais c'est pas leur intérêt, parce qu'ils dominaient le monde avec le dollar. Là, ils sont en train de tout perdre. Parce qu'une fois qu'ils auront perdu le dollar, ils n'auront plus rien. En disant que les États-Unis essaient de se raccrocher aujourd'hui à on parlait de narratif, à ce narratif, mais c'est pas du tout leur intérêt. Hein. Le seul intérêt, et c'est un intérêt à court terme, c'est de nous vendre un peu de gaz de schiste, et encore dans des proportions pas considérables. On est le plus gros acheteur de gaz de schiste américain en France. Voilà, donc... On est des bons citoyens énorme, américains. Mais eux, ils sont dans un peu une tentative désespérée, le mot est fort, mais ils sentent bien que là, ils sont en train de perdre leur hégémonie. Mais est-ce qu'ils ne veulent pas être justement les leaders de l'Occident contre un autre pôle ? Mais pour être le leader de l'Occident, il faut représenter les valeurs de l'Occident. Aujourd'hui, si vous voulez, comme on l'a dit avec le Brook et tout, c'est ce que disait Chesterton, quand les gens ne croiront plus en Dieu, c'est pas qu'ils croiront en rien, c'est qu'ils croiront n'importe quoi. C'est notre nouvelle idéologie. Je sais bien, mais c'est pas l'idéologie de la population. Vous n'allez pas demander à des jeunes Français d'aller se battre pour les LGBTQ ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, ils iront pas. On a beaucoup. C'est pas le premier signe d'un nouveau choc des civilisations. Non, mais on a beaucoup raillé. Non. C'est un signe de la dégénérescence profonde de notre système politique qui est passé d'une démocratie à une technocratie soi-disant élective et qui est une monstruosité.
et qui va nous retomber sur la gueule parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus rien à dire sur les décisions importantes comme la guerre, etc. Moi, j'avais une question, parce que souvent, on me dit dans les manifestations que c'est quelque chose, c'est un plan, c'est écrit. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est écrit, ça doit arriver parce que les scénaristes ont voulu que ça arrive. Est-ce que d'après vous, c'est ça, ou c'est parce que les gens qui sont à la tête de nos pays, ils sont en réalité complètement cons? C'est une question très difficile. Moi, j'avais un professeur de sciences politiques quand j'étais à Toulouse il y a très longtemps, qui me disait, en principe, si vous voulez, la bêtise est toujours une explication plus satisfaisante que le complot. C'est-à-dire, moi, je pars du principe que les gens sont juste très cons et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Oui, mais ça nous satisfait, ça. Ouais, bon, il ne faut pas que ça nous satisfasse. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un gars aux États-Unis. Je pense pas qu'il y ait un gars aux États-Unis qui pense qu'il y a... Non, mais il y a un deep state. Vous avez parlé tout à l'heure de deep state. Il y a un deep state qui poursuit ses intérêts. Ses intérêts nous amènent là où on est. Mais c'est une bête, le deep state, bête, obtuse, violente, qui ne comprend rien. Qui dirige le deep state ? Mais personne ne sait. Le problème intéressant, c'est que, par exemple, Trump est élu président des États-Unis. À la fin de son mandat, il dit « Je veux que toutes les troupes américaines sortent de Syrie ». Il donne l'ordre à l'armée, et il est commander in chief. Il donne l'ordre à l'armée dit oui, et ne sort aucune troupe. Donc vous avez des gens dans l'armée qui ont désobéi au président des États-Unis, qui disait « Je veux que toutes les troupes américaines sortent de Syrie ». Un avocat m'avait dit un jour, sur la démocratie, justement, et l'état profond, j'ai sa formule en tête, la démocratie, il parlait des démocraties aujourd'hui, c'est une cooptation ratifiée par un vote. J'ai trouvé cette formule admirable. Oui, c'est une cooptation ratifiée par ceux qui sont déjà élus. C'est pour ça que je ne suis pas surpris que les corneaux aient voté contre la motion de censure. Donc il monte du doigt en disant corneau. Parce que t'es un corneau. Non, parce qu'on se posait la question pourquoi le PR avait pas voté la motion de censure. Parce qu'ils sont... Non, mais c'est pas de vous dont je parle. Mais c'est simplement parce que le PR, s'il votait contre, ils disparaissent. Vous pensez que Trump pourrait devenir président des États-Unis en 2024 ? C'est pas du tout impossible. Il n'en est pas empêché. Il n'en est pas empêché, et rien ne peut l'en empêcher. Non, rien ne peut l'en empêcher parce qu'il faudrait qu'il soit accusé de quelque chose d'infamant, si vous voulez. Enfin, un truc vraiment, ils n'y arriveront pas. Les juges n'y arriveront pas, ça fait... Je crois qu'il a 70 procès sur les dos, je sais pas, mais j'ai jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Donc, c'est pas ça. C'est la vraie raison, c'est... S'il est élu, le vrai problème que j'ai, moi, dans la vie aujourd'hui, c'est que vous avez ces trois pouvoirs de Montesquieu, là, vous savez, les trois... Les choses se seraient passées différemment s'il était au pouvoir aujourd'hui, Trump. D'abord, Trump aurait dit aux Allemands et aux Français, vous faites appliquer Minsk, les accords de Minsk. Et donc, parce que la seule chose que demandait... Parce qu'il faut que les auditeurs le sachent, en mars, après l'invasion russe, il y avait eu une réunion avec les Russes, les Turcs, et les Ukrainiens, à Ankara, qui avaient dit « OK pour le cessez-le-feu ». Et ce qui devait se passer, c'est que le Donbass et le Donetsk devenaient autonomes et l'Ukraine devenait neutre, c'est-à-dire ne rentrerait jamais dans l'OTAN. C'est ce que demandait Poutine depuis 20 ans. Eh bien, ça a été accepté par les Russes. Ça a été accepté par les Turcs, et c'est arrivé. Et les Américains ont dit, il n'en est pas question, il faut continuer la guerre. Donc, il faut bien se rendre compte que les États-Unis, aujourd'hui, veulent continuer cette guerre parce qu'ils veulent casser la Russie, qui permettrait à l'Europe de devenir indépendante énergétiquement. C'est-à-dire que si vous voulez, la terreur des Américains, c'est l'alliance Allemagne-Russie. Chine, parce qu'à ce moment-là, ils deviennent pays de seconde zone. Et qui a le plus de chances de sortir victorieux de cet affrontement, selon vous ? Moi, si vous voulez, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le peuple américain, sur 11 petits-enfants, j'en ai 9 qui ont un passeport américain, c'est pour vous dire que j'ai quelques contacts avec les États-Unis, et Dieu sait que je les ai aimés, mais depuis les années Clinton, les États-Unis sont devenus une nation de voyous. Le pouvoir américain. C'est devenu un pouvoir de voyous. D'avant, ils étaient à peu près convenables. Donc, qui va gagner ? Je crois que... Vous regardez les États-Unis, vous avez dans le fond les côtes, la Californie, où ils sont tous fous comme des lapins, et puis la zone de New York, enfin
New England, là-bas. Là, tous les Comme pays. des lapins aussi. Non, ils s'en foutent différemment, cela. Et puis le reste des États-Unis, c'est-à-dire le flyover country, les pays au-dessus duquel vous volez, vous arrêtez jamais parce qu'ils sont trop cons, c'est-à-dire tous les pays à l'intérieur, ce qui était les États-Unis français, qui allaient de New Orleans à Chicago, là. Tous ces gars-là, je crois qu'ils vont voter massivement pour se débarrasser des côtes. Donc le vrai risque aujourd'hui, c'est une partition des États-Unis. Oui, alors effectivement, partagez ce point de vue la guerre civile couve, et peut-être qu'elle aura lieu, ça c'est 10 dernières minutes. c'est très probable. Je crois que à l'heure actuelle, les États-Unis ont perdu puisqu'ils ont décidé de copier un autre modèle que le leur. En l'occurrence, le modèle chinois. Mais l'Occident, dans son ensemble, possède encore les ressources de sa survie. Enfin, on a tous vécu les 2 dernières années en côtoyant des gens qui, quel que soit le niveau social, quelle que soit l'origine ethnique, avaient tout compris de ce qui était en train de se passer. Si ces gens-là se mobilisent, prennent conscience d'eux-mêmes et se décident à enfin s'emparer de l'avenir de la France et de l'Europe et par là même de l'Occident, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais ça ne tient qu'à nous. Les ressources sont en nous. Moi, j'y crois. Il faudrait, optimiste. Greg Tabibian. il faudrait peut-être avoir des armes. Oui, il faudrait peut-être avoir des armes. C'est ce qu'il y a de bien avec les États-Unis, c'est que la population est armée. Donc. Mais nous le Ça, sommes c'est plus vrai. depuis Pétain. Nous, on n'a pas d'armes. Bien sûr. Depuis Pétain. Officiellement. D'ailleurs, les gens l'oublient souvent. C'est le régime de Vichy qui interdit Bien les sûr. armes en France. Vous Oui, avez, bien sûr. Greg Tabibian, tu sais ce que disait Adolf Hitler. Il disait, pour soumettre une population, commencer par les désarmer. Je suis totalement d'accord, mais je ne vais pas Bien défendre sûr. le port d'armes, même si je viens d'une famille Non, de moi non tireurs plus, mais- sportifs, professionnels et champions de France. Ça va les chevilles? Ça va, c'est pas moi, c'est mon père. Non, mais quand même qu'on rétablisse un peu de réel politique, parce qu'on nous accuse tous les jours d'être complotistes, et M. Mendès France nous accuse tous les jours d'être complotistes. Mais les complots existent, hein. Donc, Même oui, si on non, est mais- complotistes. Bien sûr, mais nous sommes accusés d'être des complotistes, d'être des machins Des milieux. Donc, extrémistes. arrêtons. Il n'y a pas d'État profond aux États-Unis. Il y a un président de la République, il y a un président des États-Unis qui s'appelle Barack Obama, et voilà. Point. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de choses cachées, etc. Il suffit de. Et d'ailleurs, un petit dessin d'avoir plus de 80 culs. là d'Ignace qui tombe à pic. Joe Biden, c'est l'État sénile profond. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est que je crois que nous ne sommes pas préparés. Je crois que nous ne sommes absolument pas préparés au monde qui vient en France. Tu posais la question tout à l'heure de ce qui effrayait le plus les invités. Moi, ça m'est très souvent reproché, moi, c'est la guerre civile. J'ai une peur bleue. Pas la guerre mondiale en ce moment. La guerre civile. Qui vient de la guerre mondiale ou autre. La guerre mondiale, aurons-nous la folie d'y retourner? La guerre civile me fait très peur. Mais c'est normal. Berlusconi a dit qu'il était très inquiet. C'est normal, je suis libéral. Donc pour moi, la guerre civile, c'est le but de la politique moderne, depuis le début de la modernité, c'est-à-dire pas l'humanisme et les guerres de religion, c'est d'éviter la guerre civile. C'était le pire scénario du tous contre tous délirant, mortifère et absurde. Et je crois que nous ne sommes pas préparés. Parce que quand on dit à des gens qu'il y a un risque de guerre civile, ils rigolent. Quand on dit aux gens qu'un gouvernement qui vend des secrets industriels aux États-Unis, qui a 30 affaires de corruption au cul, pourrait peut-être nous faire douter du caractère démocratique de notre société, on rigole. Quand on nous parle d'effondrement économique, on rigole. Ce n'est pas possible. On a l'impression, on est revenu à Fukuyama, on est ressorti de l'histoire, visiblement. Ça me paraît assez délirant. Je ne sais pas où jusqu'où tout ça ira. Tu parles de la naissance d'un monde, ah oui, vous parlez, c'est vrai, on a l'antenne, d'un monde multipartite. Je sais pas, bipartite, c'est une chose, mais ce qui a fait qu'on n'est pas passé d'un monde bipartite et qu'on était dans un monde multipartite, c'était parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait le général de Gaulle, quoi que vous en pensiez, qui est un pays qui s'appelait la France, et qui avait cette position historiquement de compromis entre les deux. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Nous sommes des laquais des Américains. Donc que nous revenions à un monde pluraliste, je n'y crois pas une seule seconde. Que nous revenions à un monde binaire du narratif contre narratif, je crois qu'on est dedans. Et je suis effrayé parce que je vois des choses à la télévision que je n'ai pas vues depuis la guerre d'Irak. Je revois tous les éditorialistes de gauche, les Jean Quatremer, les machins, dire « Mais nous sommes en guerre contre Poutine, nous devons envoyer des soldats. » Tous ces salauds qui défendaient la guerre en Irak et qui aujourd'hui redéfendent la guerre en Ukraine alors que ni eux, ni leurs fils, ni leurs petits-fils n'iront jamais. Tous ces salopards, allez, de bourgeois, on va être de gauche, qui se permettent de donner des leçons, je pense que c'est un très mauvais signe quand la gauche en France
commence à être pour la guerre. Allez, les 5 dernières minutes. Vous savez, c'est très simple. La gauche, je vais vous expliquer rapidement la gauche. Pas tous ensemble. C'est Charles finalement Mike, la raison pour laquelle ils veulent envoyer les jeunes se faire tuer, c'est comme ça, ils ont les femelles pour eux. C'est vrai qu'il en a besoin, laisse-moi. C'est l'histoire des singes. Face à la concurrence, parce que On envoie les jeunes singes se faire tuer, et les vieux singes restent avec les Il faut se dire femelles. les choses, l'avenir va être noir. On aura et la faillite et la guerre civile. Moi, en 2006, j'étais attaché parlementaire de Gilles Carrez, qui était président de la commission des finances. Et à l'époque, je voyais les chiffres en direct, les chiffres de l'État. C'était une catastrophe. En 2007, rappelez-vous, François Fillon a dit qu'on était dans un État en faillite. En 2008, il y a eu les subprimes. En 2012, il y a eu Hollande. En 2018, il y a eu les Gilets jaunes. En 2020, il y a eu 2 ans de confinement, de 600 milliards d'euros de dette. On a payé les gens pour ne pas travailler. Et là, maintenant, on a la guerre et on pense qu'on va s'en sortir comme ça. On ne s'en sortira pas. Rémi. Il faut rappeler aux gens. Mais il faut être réaliste, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Mais être réaliste, c'est aussi conserver l'espérance. Et moi, je veux dire 2 choses. Mais ce ne serait pas mauvais. Ce ne serait pas mauvais si ça arrive. À rejoindre l'espérance chrétienne. Mais si tu fais tomber l'État, ce ne serait pas mauvais. On sait bien que la masse ne choisit jamais la vérité. Si l'État tombe, ce serait pas une vraie chose, c'est le système qui tombe. C'est le système que tu combats qui tombera. Alors que là, sinon, ça va continuer comme ça. Ces années dorées ont endormi l'intelligence. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous, nous allons au-devant de crises terribles, et ces crises terribles vont réveiller l'intelligence. Non mais ça réveille l'intelligence quand t'es au bout du bout. Je pourrais utiliser une citation de Bernanos. Mais pas du tout. Et d'ailleurs la preuve, c'est que beaucoup d'entre nous, il y a encore 3-4 ans, n'étions pas du tout conscients de ce qui se tramait. Et la situation nous a permis de nous réveiller et de prendre conscience. Tu as au moins 80-90% de gens qui ne sont pas conscients. On s'en fout. Ce chemin-là se fait. On dirait les Muppet Show, la cible. Les révolutionnaires sont inarrêtables. de la population qui défendait dans T'as manifesté avec moi samedi. Inarrêtable. Qu'est-ce que comment nous regarder les gens? On n'entend rien du tout là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste un par un, sinon on n'entend rien. Samedi, j'ai vu des gens de toutes les conditions sociales, mais très peu, de toutes les origines ethniques, personnes, et qui avaient compris ce qui était en train de se passer. Et ces gens-là, ils suffiront pour faire le changement. Je te rappelle qu'à la Bastille, ils étaient 4000 Français. Exactement. 4000 Français. C'est ça, ça suffit pour changer un pays. C'est pas la fin de V pour Vendetta. Où t'as 1 million de mecs qui marchent dans la rue avec des masques et moi je voudrais juste terminer avec Bernanos. Donc il faut que Didier et Charles terminent. Didier, un mot et Charles conclut. Allez. Alors, très brièvement, je ne sais pas ce qui se passera parce qu'on n'est pas devin. Personne ne sait. Personne ne le sait, il faut être modeste par rapport à ça. En tout cas, à titre personnel, moi je ne crois plus à une solution venue des urnes. Pourquoi ? Parce que le système est fait d'une telle façon qu'il arrive à recycler les différents, tout le spectre politique et social, j'allais dire. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe en Italie, par exemple, avec Meloni, où beaucoup de gens disent « Ah, c'est une nationaliste, enfin, sono cristiana, sono una donna, sono una moglie, je suis chrétienne, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. » Elle a rencontré Macron. Avait-elle dit. Et le premier acte qu'elle fait, c'est de se soumettre à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc le système politique ne représente plus que lui-même, la démocratie représentative ne représente plus qu'elle-même. Je pense que si ça changera par la rue. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens sont beaucoup anesthésiés quand même. Moi, je vais vous dire... Allez, le mot de la fin, une minute pour Charles. Le mot de la fin, c'est Bernanos, parce que c'est un grand homme quand même. Il disait, il y a les imbéciles, les pessimistes, c'est des imbéciles malheureux. Les optimistes, c'est des imbéciles heureux. Je préfère être un imbécile heureux. Voilà, ce sera le mot de la fin en tout cas. Je vous remercie tous beaucoup. On peut applaudir en effet Charles Gave d'avoir participé à cette émission. Merci pour ces débats très animés. Alors j'en profite pour les 30 dernières secondes pour remercier toute l'équipe qu'on ne voit pas derrière. Alors tout d'abord au cadre, bien sûr, Pierre, Sébastien, Solange et Boris. On peut les applaudir. Merci beaucoup à Arnaud, le producteur de l'émission, et bien sûr notre réalisateur préféré, Raphaël. Merci à tous, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Je ne cesse de le répéter. Merci au public. Et merci, c'est ce que j'ai dit. Merci à vous tous. Et on se retrouve pour un prochain Bistro Liberté très vite. Un prochain Bistro Liberté qui fera aussi, je pense, parler. Bonne soirée à tous. Bye bye.